Bonjour à toutes et toutes et bienvenue dans ce 3e épisode de Soyez sympa rembobiner, le podcast qui parle des films qui nous touchent. Et aujourd'hui, un épisode qui s'annonce légendaire parce qu'on est beaucoup autour de cette table et on s'attaque à The Descent. Et comme annoncé juste avant ce magnifique générique, toujours réalisé par Mr. Hellman, coucou si tu nous écoutes, on est énormément autour de cette table, c'est-à-dire 4, ce qui est assez ouf. On va commencer par les 2 habitués, que vous avez déjà entendus pour les 2 premiers épisodes. On a M qui est de retour en face de moi. Bonjour M. Bonjour. Je te laisse pas te présenter, hein, Non, ils écouteront l'épisode bon. précédent, ça n'a pas changé Oui, depuis, c'est oui, bon. voilà. Le retour de Flo, qui était au premier épisode. Oui, bonjour. Bonjour. C'est vrai que toi, tu t'étais pas présenté. Est-ce que tu veux te présenter au cas Ah, où tu veux dire ce que je fais dans la vie? Ou bah même ton rapport au ciné. Ah, mon rapport au ciné, comme je bosse dans le ciné. Enfin, on peut dire ça, parce que je suis en train de faire ma thèse, en tout cas en train de finir mon doctorat sur le cinéma d'horreur. Voilà. Voilà, c'est excellent. Donc on a un expert pour The Descent aujourd'hui. Oui. autour de Alors, la il table, faut ça, savoir que The Descent faisait partie de mes objets d'études. Dans ma thèse, j'avais 6 films à la base, et au final, j'ai dû réduire à 2 films, donc The Descent a sauté. Et voilà. Pour Massacre à la Mais tronçonneuse. ça reste quand même notre expert horreur autour de cette table pour ce podcast, et ça, c'est cool. Et une toute nouvelle tête autour de cette table, Oui. à côté de nous. Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour. Est-ce que tu veux te présenter, Clémence? Je m'appelle Clémence, j'habite présentement dans le studio où nous tournons. Voilà. Pour ceux qui ont écouté le premier épisode, c'est ma chérie du coup qui nous a enfin rejoint Oui. pour ce 3e épisode. Et j'aime beaucoup le cinéma, même si ce n'est pas le travail que je fais. Voilà, Ok, bah parfait. c'est tout. C'est très bien déjà. Alors, qui est chaud pour nous présenter le film, nous résumer un peu le film, sachant que on va faire la partie 1 et 2, Ah plus oui. le 1 que le 2, parce qu'il y a Peut-être plus à dire sur le 1. Mais voilà. Hein. Alors attention, voilà, maintenant je le fais, il y aura du spoiler sans doute. Ah oui. Donc si vous n'avez pas vu le film, on essaiera de prévenir quand il y a un spoiler. Mais Qu'est-ce c'est que vous possible foutez là Ouais, déjà. Mais on essaiera de prévenir le moment où on va balancer des infos spoliantes, En fait, divulgacheuses. comme C'est on un dit en peu un français. film où tu es obligé de spoiler rapidement parce qu'il se passe. Et dès le début du film. Donc voilà, vous êtes prévenus, il y aura du spoil. Donc si soit vous avez déjà vu le film, soit vous en foutez. Mais voilà, il y aura du spoil. Alors qui se dévoue? Vas-y, je peux bien me dévouer. Non, il est chaud patate, ça. Très rapidement. Il attaque. C'est C'est à toi. c'est l'histoire d'un groupe de spéléologues qui tentent de répertorier une caverne qui n'est pas répertoriée. Sauf qu'il y a un éboulement, elle se retrouve coincée dans la grotte et elle se retrouve coincée avec des créatures cannibales qui vont donc les décimer une par une. Voilà. C'est un sacré spoil, ça. En même temps, c'est le principe du film. Je pense que Ça monte vachement. Oui. Après, voilà, pour nous dédouaner, le film a 20 balais déjà. Donc voilà, il y a un peu de. Hein. Mais oui, c'est à peu près ça. Ça me semble pas mal. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, mais quand tu as dit groupe de spéléologues, j'étais en mode. Alors, j'avais pas l'impression qu'elles l'étaient toutes, hein, très spécialisées là-dedans. Ouais, c'est des amatrices. C'est des amatrices de sensations. Voilà. Amatrice de sensations fortes. Dont une qui, elle, pour le coup, est quand même assez experte de certains, de ces disciplines-là. Après, elles sont toutes capables d'être en autonomie sur ces disciplines. C'est ça, Oui, exactement. elles ont quand même des compétences. Moi, je dirais que la morale de ce film, finalement, c'est choisissez bien vos amis, faites attention à leur passe-temps. Voilà, exactement. Ben voilà, c'était le 3e épisode de ce rembobiner. C'est vrai. Non, voilà, qui veut prendre la parole? Bâton de parole, non? Techniquement, je voulais juste dire que c'est pas particulièrement moi qui ai choisi le film, mais pour le coup, moi, c'est mon film d'horreur préféré. Et je ne suis pas une grande experte de l'horreur, parce que je m'initie, on va dire, depuis maintenant quelques années, mais à la base, je suis terrifiée par les films d'horreur et terrifiée par l'horreur en général. Et c'est un des premiers, je pense, que tu m'as fait voir. Oui, c'est vrai. Et j'ai vraiment accroché de fou sur l'histoire. Bon, évidemment, le fait qu'il y ait que des meufs dans ce film, ça m'a plu beaucoup. Mais de manière générale, le propos, toute l'intrigue et tout m'a vraiment plu. Et je le recommande énormément parce que je le trouve vraiment chouette, quoi. Bien dosé. Pour le coup, moi, de nous 4, j'étais la seule qui ne l'avait jamais vu. Parce que
Moi, pour le coup, je suis pas trop une grande. Alors, je suis une grande cinéphile, j'ai une petite culture cinématographique quand même. J'ai fait aussi des études de ciné, mais l'horreur, c'était pas le genre dans lequel j'étais le. Enfin, je connaissais pas grand-chose. Et en fait, d'avoir cet énergumène florentin à ma droite, à proximité, depuis quelques temps, en fait, du coup, j'ai eu envie de rattraper plein de classiques, en fait, de l'horreur que j'avais jamais vus. Et donc, je lui ai dit, bah, vas-y, on fait une liste et tu montes les films que tu veux, enfin, qui, selon toi, sont un peu incontournables. Et du coup, il a mis The Descent. Pas dans un premier temps, il l'a rajouté après. Attends, je tiens à préciser que je l'ai rajouté parce que les films que je lui montrais, elle me dit mais ça va, ils font pas peur tes films. Bah tu sais quoi, je vais rajouter The Descent. Surtout qu'en plus, il a rajouté The Descent en sachant que moi, je suis un peu claustro et que du coup, tous les trucs dans les espaces confinés, même dans les films, ça me met mal. Et donc, il m'a dit, ah bah j'en ai un pour toi de film, The Descent. Donc, j'avoue que je l'appréhendais un peu. Au final, je suis contente de l'avoir vu avec vous. C'était un chouette moment. Et puis, au final, je suis contente de l'avoir vu aussi. J'ai pas passé un mauvais moment. Au final, j'ai été vachement prise dans le truc et l'aspect claustro m'a pas trop gênée. Au final, je sais pas, mon attention a été captée par d'autres choses et du coup, le côté confiné et tout m'a moins dérangée que ce que je pensais. Donc voilà, Même s'il y a des scènes marquantes, il faut même dire. s'il y a des scènes marquantes, mais du coup, c'est marrant parce que vous avez eu une approche de rewatch que moi, c'était vraiment je Oui, découvrais. Et donc, c'était assez marrant de voir un peu comment tous les 4 on l'appréhendait différemment, je trouve. Ouais. Alors, je vais faire un petit avertissement. Vous allez peut-être entendre des petits bruits parasites dans cet épisode, à part si j'arrive à les faire sauter au montage. Mais sachez que la fenêtre est ouverte là où on enregistre parce qu'il fait chaud. C'est laquelle au cas où vous n'ayez pas compris. Alors, voilà. Mais il y a quand même du vent, mais du vent chaud. Mais du coup, on a ouvert pour aérer. Bon, du coup, il y aura peut-être des petits bruits de vent, mais voilà, vous êtes prévenus. Mais par rapport à la claustrophobie dans le film avec tous les espaces confinés, je sais que moi, je le savais pas la première fois que je l'ai vu, que ça tournerait autour de cette notion d'espace confiné. Enfin, j'avais compris un peu le propos, je pense que tu me l'avais un petit peu expliqué, mais du coup, je m'y attendais pas trop. Et moi, pour le coup, je l'ai bien mal vécu. Ah ouais. Parce que je suis aussi pas très, très à l'aise avec ces trucs. En fait, je crois que c'est pas tant d'être enfermé dans un truc petit, mais c'est vraiment le côté grotte, d'aller me foutre là-dedans. Autant j'adore les sensations fortes, autant jamais de la vie j'aurais décidé un jour d'aller faire ça, quoi. C'est bien une activité que je ferais pas, quoi. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais, sur cet aspect un peu claustro, en fait, ce qui est assez spécial avec ce film, c'est que c'est pas claustro parce qu'on voit la grotte et les petites cavernes, c'est claustro parce que le jeu de lumière est totalement incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un clair-obscur qui est absolument fou. Déjà, donc, première petite anecdote, le réalisateur... J'ai beaucoup d'anecdotes. Ceux qui ont vu le premier podcast, ils recommencent. Et en fait, le réalisateur s'est énormément inspiré de l'expressionnisme allemand, donc le courant de cinéma de 1920 qui n'en est pas vraiment un. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse historique, l'expressionnisme allemand n'a jamais existé. Un seul film a été répertorié, c'est Le cabinet du docteur Caligari, mais bon, on l'a appelé comme ça parce que ça faisait penser au mouvement pictural expressionnisme, notamment avec l'utilisation de ce clair-obscur. Donc, c'est-à-dire l'image qui est totalement obscurcie avec une seule source de lumière. Et c'est vraiment cet aspect-là qui crée, je trouve, la claustrophobie de ce film. Les jeux de lumière sont totalement fous. Les couleurs Pour faire un deuxième lien avec l'expressionnisme allemand, petite deuxième anecdote. Le design des créatures, ils sont inspirés de Nosferatu, de Précieux Murnau. Ça se voit. Ouais, d'accord, ça se voit. donc voilà. Après, c'est pas sa seule inspiration, mais je garde mes anecdotes. Il garde ses cartouches. Le coup de Murnau, j'y ai pensé. Parce que, pour l'anecdote, du coup, moi, j'ai fait un master cinéma et audiovisuel et mon premier mémoire, c'était sur les vampires, enfin sur les femmes vampires. Mais du coup, j'ai une petite connaissance sur les films de vampires pionniers, notamment le Nosferatu. Et c'est vrai que j'y ai pensé. Quand, en voyant le film, je me suis dit, ils font très vampire. Donc, ça me surprend pas du tout ce que tu dis. Ouais. C'est vraiment l'esthétique, cette esthétique-là, avec la peau blanche, le crâne dégarni, cet aspect un peu chauve-souris, c'est les membres assez longilignes. C'est vraiment une créature un design qui a assez marqué l'histoire du cinéma, même si il n'a pas été réutilisé très souvent dans l'image du vampire. Mais en tout cas, voilà, c'est un design qui a marqué la pop culture. Donc, il s'en est inspiré. Et puis, tu as l'aspect aussi
cannibale, morsure, etc. Ouais. Comme t'as chez le vampire. Alors, pas cannibale, mais ce truc de dévorer les gens, de mordre et tout. Et là, tu le retrouves aussi là-dedans. Donc, Bah, c'est que le vampire, il y a un truc assez bestial dans, enfin en tout cas dans certaines de ses représentations. Je pense que tu pourras nous en parler plus en détail, mais dans certaines représentations, c'est vraiment ce côté un peu félin où t'arraches la carotide. Et enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe dans le film, quoi. Sans spoiler, ça attaque les organes vitaux. Quoi. Alors, c'est totalement spoilé, du coup. Mais j'ai pas dit de qui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, non. Enfin, moi, ouais, pareil, c'est un film que, en fait, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais ado, donc ouais, j'ai kiffé l'ambiance. Enfin, il est original, faut dire ce qui est. C'est un film très particulier. Enfin, vraiment, c'est un mélange de plusieurs craintes, comme on l'a dit déjà. C'est la claustrophobie et les créatures, le noir même, parce que tout est, comme tu l'as dit, en clair-obscur, donc très plongé dans le noir. Et c'est original dans le sens où on suit. Enfin, c'est un film de créatures, mais on suit un groupe de filles, ce qui est déjà rare, faut dire ce qui est. Dans le cinéma d'horreur, on a souvent des protagonistes masculins. Là, on a un groupe vraiment de filles, de femmes fortes. Si on regarde bien, il n'y en a aucune qui est faible en soi. elles sont badass. Que de la Lara Croft en puissance. Ouais, c'est ça. Elles ont toutes leurs compétences et leurs spécialités, et elles ont. Bon, une en particulier, mais. Oui, mais sinon, elles sont toutes vraiment badass, quoi. Ouais. Et ouais, moi, je l'avais pris comme un film de créatures originales. Du coup, j'avais bien kiffé. Et là, en le revoyant je l'avais déjà revu avec Clémence et j'avais toujours pris toujours autant de plaisir. Et là, en le revoyant encore une fois pour le podcast, vraiment, je me suis rendu compte de l'esthétisme du film. J'avais jamais réellement fait attention à ça. Et c'est vrai qu'il y a des plans qui sont zinzin. Et je vais te griller une cartouche, Flo, sous vos oreilles ébahies. Il y a, pour le décor des grottes, il y a très peu de décors qui a été fabriqué. Ouais. On a l'impression que les grottes sont immenses dans le film, alors que c'est un décor filmé de manière différente à chaque fois. Ouais. Et je crois que si je peux le dire, il y a 3 grottes qui ont été construites. 4, voilà. Il y avait 4 grottes. Et en fait, quand on regarde le film, on a l'impression qu'ils ont tourné ça presque dans des vraies grottes qui existent et tout ça. En fait, c'est juste qu'ils ont retourné, éclairé différemment et compagnie, et l'illusion est parfaite, faut le dire. Surtout que oui, en plus, dans tout le propos de l'histoire, alors tu le découvres un petit peu, je crois, dans le 2 notamment, mais la distance, en fait, la taille de la cavité dans laquelle ils sont perdus et coincés est immense. Puisqu'en fait, dans le 2, quand ils... Bon, bref, je peux pas trop spoiler quand même le 2, mais parce que sinon, ça raconterait quand même la fin du 1 et c'est un peu dommage. Mais dans le 2, il y a du coup un peu une continuité de l'histoire assez... Enfin, ça se suit très rapidement. On est direct relancé juste après la fin du 1. Et très rapidement, il y a tout un truc autour de, justement, où il y a une autre entrée. Et elle est assez loin de la première. Donc, en fait, du coup... tu comprends que du coup, c'est immense où elles se sont un peu égarées et où les créatures sont. Et du coup, c'est assez fou de se dire qu'ils ont réussi à faire tout ça. Du coup, peut-être les 2 films au même endroit. Je ne sais pas si c'est tourné dans les mêmes grottes. Pas dans le deuxième. Le 2, non. Le 2, ils avaient plus de budget. Ouais, et d'ailleurs, parce que des reproches qu'on peut faire au 2, enfin en tout cas moi, le plus grand reproche que je fais au 2, parce que le 2, je l'ai pas aimé, c'est qu'on voit l'action. C'est-à-dire que toutes les grottes sont éclairées, il y a pas le jeu de clair-obscur du premier. C'est beaucoup plus grand public. Ça fait film d'action, c'est de l'action horrifique en fait. Ouais. C'est dans ce sens-là où je dis que ça se voit qu'il y a eu un plus gros budget parce que ça fait plus, comme tu dis, action horrifique, film grand public. Le 2 ressemble, pour ceux qui ont déjà vu ce film, beaucoup à The Crypt. Oui. Qui est un film pareil de créatures qui se passe dans des grottes, qui a dû, je pense, je connais pas les dates, mais se faire après le premier The Descent, entre le 1 et le 2, je pense. Et en vrai, le 2 ressemble beaucoup à The Crypt, qui est un film vraiment d'horreur générique, avec grosse bestiole qui vit sous terre, et un groupe de spéléologues qui se retrouvent coincés. Enfin, vraiment, on est pas mal proche du même speed. Il n'y a pas de souci. Parce que le premier, ça a été un vrai phénomène. Moi, je me souviens petit qu'il y avait l'affiche un peu partout dans le cinéma où j'étais, qui m'avait traumatisé d'ailleurs, parce que c'est cette espèce de crâne formé avec des corps. C'est horrible. C'est horrible, très cool comme affiche. Mais je me souviens que ça avait été un énorme phénomène quand c'est sorti. Donc, qu'il y ait des films qui le copient après, ça, c'est logique. Ouais. On n'a pas dit l'année 2009
Je sais plus. C'est 2005. 2008. Non, Non, 2000. Ah ouais. C'est le 2 de. Ouais, 2000. Ouais. On va faire confiance à notre caution. C'est le 2. Parce qu'il y a une Ah, attention, sinon ça veut dire que je dis des conneries. C'est 2005, c'est bien. Ça va. Ouf. Mais je trouve que, alors je sais pas si c'est parce que la manière justement dont c'est filmé, que ce soit très sombre et tout, je trouve qu'il vieillit particulièrement bien. Ouais. Ou est-ce que c'est juste que ils sont très doués et voilà. mais ouais, quand je l'ai vu, je pense qu'à ce moment-là, tu as dû me dire que c'était 2005 et vraiment je suis assez impressionnée parce que moi je l'ai vu du coup il y a peut-être 3-4 ans, 2 ans, je sais pas, mais du coup la première fois et vraiment je l'ai trouvé très actuel, très dans une génération de films qui pourrait être il y a quelques années à peine. Après, je pense qu'il a aussi la chance d'être très, si j'ose dire, minimaliste. Dans le sens où t'as pas de grands effets grandiloquents, pas de 3D dégueulasses, à part dans le 2, mais on y viendra. En fait, on va dire que des choses bien dans le 1. C'est beaucoup de décors, c'est beaucoup de costumes, de décors. C'est ça, voilà, ça faut souligner. Les effets pratiques. Les créatures, quand on sait que c'est des acteurs en costume, c'est assez ouf parce que les costumes sont impeccables. C'est assez ouf. Et ouais, c'est beaucoup d'effets pratiques. Donc vraiment, je pense que ça permet au film d'être atemporel. Non, peut-être pas intemporel, mais bien vieillir, quoi. D'ailleurs, sur les costumes, j'ai une petite anecdote. Régale-nous. Je vais finir par faire un jingle. Mais lui, tes jetons, non, pour qu'il ait un truc limité quand même, parce que. Non, j'ai fait un jingle pour la prochaine émission. Je suis sûr que les gens adorent en plus. C'est génial, j'adore. Un peu ça. Non, pour les costumes, le fait que les acteurs soient en costume, un truc fou dans le film, c'est que les actrices n'avaient pas vu les acteurs et le design des créatures. C'est-à-dire que dans les premières scènes, en fait, ils ont tourné le film dans l'ordre chronologique, ce qui arrive très rarement au cinéma. Mais pour qu'en fait, il y ait cette montée de tension et qu'on sente que la tension que les filles éprouvent dans le film soit vraie. C'est terrible de faire ça. Mais il y a donc certains plans où donc ceux qui l'ont pas vu, même ceux qui l'ont vu et qui veulent le revoir, faites bien attention parce qu'on voit les créatures en fait dès le début du film. Mais elles sont en arrière-plan. Elles sont cachées. Et en fait, les créatures sont en arrière-plan, c'est-à-dire que les actrices le savaient, mais n'avaient pas le droit de se retourner pour les regarder. Donc une tension horrible. Et donc cette scène qui est assez magistrale où elle découvre la créature pour la première fois, c'est vraiment la première fois que les actrices voyaient la créature. Et donc c'est un effet un peu screamer, sans trop raconter la scène. Ouais. Mais c'est une scène. Mais la créature apparaît un petit peu comme ça. Et en fait, du coup, les actrices, le cri qu'on entend dans le film, c'est un cri de terreur qui est véritable. C'est-à-dire que les actrices ont vraiment flippé à ça. Il y a de la décibel dans cette scène. C'est un vrai cri de terreur. Et en fait, du coup, après, ils ont arrêté la scène parce que. Voilà, terreur, quoi. Mais c'est du coup la première fois que les actrices voient la créature, donc c'est aussi la première fois que les personnages. Enfin, plutôt l'inverse. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à un autre film que tu m'as fait voir. Encore une fois, choisissez bien vos amitiés. C'est Blair Witch, parce que pour le projet Blair Witch, tu m'avais dit qu'il y avait aussi un truc où le réel avait mis les acteurs en conditions réelles et tout pour avoir leur vraie réaction sur certains. Il y a eu beaucoup d'improvisation. Ouais, voilà. Et du coup, ça me fait penser à ça, ce truc de la peur brute et spontanée des acteurs. Mais dans l'histoire du cinéma d'horreur, en tout cas, il y a énormément d'exemples. Moi, il y en a un qui à chaque fois me fait marrer. C'est dans Vendredi 13 2. Alors c'est marrant mais un peu psychopathe du coup quand je dis ça je vais m'entendre. En fait l'actrice du coup qui fait la Final Girl, donc Ginny dans le 2, quand elle se fait poursuivre par Jason, elle s'est mise en fait dans un état où elle était en véritable situation de survie. En fait, c'est-à-dire qu'elle était vraiment dans une espèce de transe sensorielle et elle s'est vraiment défendue contre l'acteur et elle lui a coupé 3 doigts avec une hache. Voilà. Oui. Du coup, l'acteur est parti à l'hôpital, 3 doigts coupés. Ouais. Oh waouh, je savais pas. Et donc quand on la voit dans le film, et c'est pour ça d'ailleurs que l'actrice est géniale dans ce film. J'ai cru qu'elle allait dire l'actrice a arrêté sa carrière. Non, elle joue aussi dans April Fool's Day, qui est un slasher qui est vraiment cool. Un de mes slashers préférés d'ailleurs, si les gens le connaissent pas, il est pas très connu, mais il est vraiment cool. Elle refait la Final Girl. Mais donc l'actrice est vraiment incroyable dans cette scène et dans le film, et c'est parce que donc ses réactions sont véritables, quoi. Mais c'est vrai que dans le cinéma d'horreur, ils aiment bien faire ça, pousser à bout leurs acteurs. Et j'allais te dire, bizarrement, tu vois moins ça dans le cinéma de la comédie. Ouais. Tu t'embêtes pas, quoi. L'exemple le plus connu, que tout le monde connaît, c'est Shining. Oui. Ouais. Qui a, non, mais là, on est qui a poussé.
chez les Duval jusqu'à la dépression. Ouais. Quand on la voit hurler contre Jack Nicholson, elle hurle. Elle est vraiment à bout de force. Même- Il a réveillé en pleine nuit et tout ça pour qu'il soit vraiment en état de stress. Bah oui, mais même Jack Nicholson avait des comportements un peu particuliers. Il Enfin, est déjà, particulier. les actions entre le action et le coupé, il n'y a pas trop de moments Non, où bah, tu sais que Jack on a Nicholson, vraiment ça. changé de. Voilà. C'est un film aussi un peu problématique quand même sur l'aspect derrière. Sur l'acteur, ouais, c'est un peu Ouais. tendancieux. C'est comme moi l'histoire, bon, c'est pas du tout un film d'horreur, mais moi l'histoire qui me tue à chaque fois et que je raconte à chaque fois, c'est celle de Werner Herzog sur Oui. Aguirre la colère de Dieu, Mhm. avec donc l'acteur Kinski, l'acteur principal, qui était tellement ingérable sur le plateau que Werner Herzog, pour qu'il joue, le braquait avec un flingue chargé. Allez. Cette histoire est dingue. Et parce qu'il était tellement ingérable qu'il devait en fait vraiment le menacer de sa vie Oh là là. pour qu'il tourne, quoi. Ouais, mais choisissez votre métier en plus de choisir vos amitiés. Et le pire, c'est qu'ils ont fait 2 ou 3 films après ensemble. Ils ont travaillé Ouais. plein de fois ensemble. C'était vraiment son acteur fétiche, quoi. Ouais. Mais ils étaient tellement à bout. De toute façon, ce tournage était à bout. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, on suit comme beaucoup. un groupe de conquistadors qui tentent de trouver Eldorado. Donc en fait, ils partent sur l'Amazonie, enfin le fleuve. Et en fait, il se trouve qu'ils dérivent. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils dérivent, ils deviennent tous fous. Sauf en fait, sur la barque, les acteurs et les actrices sont vraiment devenus fous, quoi. Mais je trouve que ça pose une question super éthique, super intéressante pour leur mettre sur l'horreur, sur le cinéma d'horreur. C'est vraiment genre, tu vois, voilà, tu dis que ça arrive souvent dans le cinéma d'horreur et tout, mais je trouve que ça pose vraiment une question intéressante de jusqu'où tu t'arrêtes en fait pour que ton film soit crédible. Ouais. Parce que, tu vois, pour reprendre The Descent, c'est vrai que ça rajoute vraiment, enfin, le film est captivant et cette fameuse scène-là, où on a bien sûr sauté avec Clémence. Donc, c'est vrai que cette scène-là, elle est super réussie, super marquante, super iconique. Mais du coup, est-ce que tu peux aussi te poser la question de est-ce que c'est OK, tu vois, de mettre tes acteurs, tes actrices dans une telle situation de stress, mais d'un côté, sans ça, est-ce que le film aurait été aussi réussi, tu vois? C'est ça. Je trouve que ça pose une question. Quand c'est consenti. Bah, Oui. ouais, Tu alors, préviens tes acteurs, ouais. alors non, c'est pas OK s'il y a aucune prévenance avant, dans le sens où, comment dire, sans révéler le plot twist de on va te faire sursauter parce que la créature va être derrière, nanana. Je te dis pas d'aller jusque-là, mais de prévenir que oui, il y a un moment où tu vas être surpris. Après, enfin, c'est comme, je sais pas moi. Alors, dans le cadre professionnel, on peut pas dire que c'est la même chose qu'entre amis, évidemment. Mais je me dis, par exemple, un ami qui te prank, un ami qui va te faire une petite blague, qui va te faire sursauter, à la fin, tu vas pas lui en vouloir éternellement. Je pense qu'on va dire que dans The Descent, la limite, elle est à son max, on va dire, elle est à son, genre, on est au maximum de ce que tu as le droit de faire, de surprendre un peu tes acteurs pour avoir un effet, de prendre sur le fait dans la caméra, c'est pas choquant pour moi. Par contre, par exemple, si on reprend Shining ou quoi, là, ça me pose plus problème parce que l'aspect psychologique, tu touches la personne beaucoup plus loin. Tu lui fais pas une surprise qui va durer un instant. Tu la touches pendant des années. Enfin, ça peut la traumatiser, ce qu'ils ont fait. Elle a été traumatisée. Voilà, donc là, c'est plus OK. Il s'est excusé quelques années après. Mais... Ouais, bah, c'est bien de s'excuser, ouais. Ça me fait penser à Bill Skarsgård dans les remakes Ça. Ah oui. Qui, entre les prises, du coup, faisait tout pour jouer et rassurer les enfants et rigoler avec eux, justement pour que dans les prises, il fasse Pennywise, donc le clown monstre, mais que entre les prises, il essaye de pas traumatiser les enfants. Quoi. Bah ouais. Donc c'était vraiment un chouette comportement. Mais en tout cas, c'était une idée collective donc de la part des actrices et du réalisateur. Ouais, c'est pour ça que ça a été fait. Environnement, si je veux dire. Les filles, elles ont dit vas-y, on va aller le voir le film de toute manière. On a envie d'avoir peur, nous aussi. Mais d'ailleurs, oui, pour en revenir un peu plus au film, casting très peu connu aussi en soi. Ouais. Parce que ces actrices, il n'y en a qu'une seule que j'ai revue dans des séries, je crois, après. Mais les actrices, et pourtant, elles jouent très bien. Hein, mais, moi, je les connaissais pas du tout. Ouais. Ouais, non, je les ai même pas vues dans d'autres films ou quoi. Ah si. Il y a une des filles, alors, oula, parmi le groupe, je ne saurais pas vous identifier laquelle est laquelle voilà. Mais je sais qu'il y en a une, on en avait même discuté qu'elle interprétait dans une série ou dans un film. Ça va me revenir. Ça sert à rien que je réfléchisse en même temps à voix haute. Je vais réfléchir et je reviens vers vous. Moi, je les connaissais pas du tout. Ouais, c'est discret. De toute façon, c'est un film, j'ai peur de dire une bêtise. Le réalisateur Neil Marshall, il est
Flo, aide-moi, c'est toi le Britannique. Il est britannique. Ouais. Il est pas irlandais, écossais vers là-bas, non, il est. Oui, sans doute. Mais Ça t'a fait vraiment ok. Je vise loin, quoi. Ah non, écossais, oui, parce que dans Dog Soldier, son premier film, Ah. ils sont tous écossais, ça se passe en Écosse, donc ouais. il doit Et être- je crois que c'est des actrices aussi, du coup, Ouais. britanniques. Ah oui. voilà. J'allais dire, elles sont pas écossaises, hein, ça c'est sûr. Non, je crois. Si, peut-être une. La Calu du groupe, là, non? Elle a un accent un peu. Oui, peut-être. Si, mais oui, j'ai le souvenir d'avoir entendu un. Il y en a une qui a un Que accent. d'ailleurs, Qui a un on accent, avait ouais. relevé qu'il y avait un Ouais. bon gros accent écossais. J'ai trouvé. Ça y est, L'actrice que tu tu l'as cherches, qui joue dans The Witcher. Qui joue Exactement, merci. Qui Ah joue bon la chef des sorcières. chef des sorcières. Je sais plus son nom. Ah, ok. C'est une des filles, ouais. Mais du coup, quelques années plus tard, dans The Ouais. Witcher. Donc, The Descent. Tu l'avais pas cette anecdote. Non. Mais j'en ai d'autres. Je suis mon Ne catalogue. quittez pas le podcast. Il y en a encore. Ouais, j'avais noté aussi dans mes petites notes, parce que pour une fois j'ai pris des notes, que aussi le film attaque très fort, très vénère. Ouais. Dès les 5 premières minutes, il te met direct un coup dans la gueule qu'on spoilera pas parce qu'il est. Ouais. Il vaut le coup de le voir celui-là, mais Les 5 premières minutes, elles te disent tout. c'est te dit tout vénère du film. dans ta tronche direct. hein. Elles t'envoient énormément dans la gueule pour te mettre déjà dans l'ambiance en mode prépare-toi, ça va être ça, Tu vas prendre ça va ta être gueule. chaud. Il y a ça. Ça te pose le cadre relationnel entre l'équipe. Ça te montre énormément de choses au niveau des relations entre les filles individuellement et plus qu'entre les filles, mais je n'en dirai pas plus. Mais vraiment, les 10 premières minutes te posent tout le film, sans avoir évidemment la chute, mais elle te pose vraiment un cadre. Quand tu le revois, du coup, tu t'en rends compte. Quand c'est la première fois que tu le vois pas, évidemment. Ouais. C'est logique. Non, mais d'un autre côté, enfin, moi c'est la première fois que je le voyais, c'est vrai que j'ai trouvé que ça commençait très vite. Mhm. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Ah ouais. Mais j'ai trouvé que t'étais vite fixé, en fait. Tu sais très vite que ça va parler d'un groupe de copines, qu'elles ont des hobbies un peu chelous. Non, mais je trouve que c'est vrai que ça pose un cadre rapidement. Alors, c'est vrai que la première fois que tu vois, t'as pas l'œil pour se dire, ça te donne les clés pour comprendre la suite, mais tu sais que tu vas aller droit au but et qu'il a pas envie de perdre du temps à Ouais. te pas raconter la vie de machin, de trucs. Il veut direct te foutre dans la grotte et allez, on y va. Ouais. C'est l'heure d'avoir peur, quoi. Mais non, c'est vrai que. Et même cette fameuse scène, là, ce fameux truc dont tu parles, il est ultra brutal et choquant. Et t'es en mode, d'accord. Bon, bah, Ouais, et puis, après, c'est embêtant de pas pouvoir. Enfin, on peut techniquement spoiler parce que voilà, mais d'un autre côté, c'est cool de garder la surprise parce que c'est une scène. c'est des éléments qui sont justement qui te mettent dedans, en fait, qui te font rentrer dans le film. Oui. Et c'est con de le dire, tu vois, parce que ça va casser un peu le. Tu vas attendre que ça, en fait, sinon. Mais c'est vrai que, en fait, la scène, elle est pas banale, même si elle est choquante et qu'on a vu plein de films qui peuvent être choquants, elle est pas banale sur qui sont les personnes concernées par ce truc assez brutal. Et ça change aussi. Enfin, c'est oser certaines choses qui sont pas non plus très communes dans le cinéma d'horreur, même si on ose beaucoup de choses dans le cinéma d'horreur. Enfin, vous voyez de quoi je parle, mais bref. Du coup, ça veut rien dire pour vous, les auditeurs. Je suis désolée. J'ai une petite anecdote sur cette scène d'ouverture. C'est pas vrai. Merci. Vraiment, prépare-le, ce générique. Ouais, je vais le faire. Du coup, pour la scène d'ouverture, notamment donc les premières images qu'on voit quand elles sont en kayak ou en canoë, En rafting. en rafting, c'est un clin d'œil volontaire du coup du réalisateur Neil Marshall au film Délivrance de John Boorman, donc en 1972, qui est un des films pionniers dans les survival. Donc les films de survie qui a inspiré après toute la mouvance, La colline à des yeux, Dernière mesure sur la gauche, Massacre à la tronçonneuse. Rien que ça. Pour vous faire le rapide résumé, Délivrance, donc c'est un groupe d'amis qui partent faire du rafting dans les montagnes américaines et en fait ils se font donc agresser par les hommes des montagnes, donc les locaux. Ils vont du coup eux tomber dans la paranoïa, mais aussi se faire prendre en chasse par ces hommes-là. Donc c'est ni un film d'aventure, mais un film d'horreur dans son expérience un petit peu chaotique. Et le fait que donc les personnages sont en rafting et donc commencent avec aussi cette vue assez magnifique. Peut-être qu'on en reparlera aussi de la musique qui magnifie aussi la vue sur donc du coup cet espace naturel. C'est un clin d'œil volontaire, il l'a dit en making of au film Délivrance, parce que donc c'est un film qui apporte énormément sur comment bien faire un film de survie, en tout cas comment bien monter la tension et construire cette expérience de survie.
Et c'est le cas, parce que Deliverance, il te met une pression tout du long. Ouais. Voilà. On conseille, hein, si vous aimez ce genre de film à ambiance et tension. Pardon, je m'étouffe. C'est Avec Burt Reynolds. Oui, l'homme à la moustache. Ouais. Le deuxième plus séduisant après Tom Selleck. J'ai cru que tu allais dire après moi. Aussi. Pour les éditeurs qui ne le savent pas, j'ai une magnifique moustache. Sans vouloir me vanter. Qu'est-ce que j'avais noté, à part si quelqu'un a quelque chose à dire? Bah, on a un petit peu abordé ce côté beau plan, mais on parle en plus de plans qui sont quand même assez larges, enfin un cadre toujours. Enfin, tu as du plan serré, évidemment. Hein, on parle de qualité toute petite des fois, mais dans l'ensemble, il y a quand même des très, très, très beaux plans avec des placements des personnages et même des petites créatures, des fois cachées, dissimulées. Mais je trouve que les plans, le rapport à la lumière, la colorimétrie, Florentin s'en souviendra, je pense, de moi et la colorimétrie. Mais c'est que ce soit dans la lumière naturelle, dans les... Comment ça s'appelle, ce qu'on déclenche là pour un peu fusée rouge là Oui, fusée de détresse, pardon, merci. Et ben, tu vois, il y a une scène aussi pareil où elle déclenche des fusées de détresse, donc là, tout le cadre est rougi. C'est magnifique. Enfin, vraiment, il y a des plans de fou furieux. Et c'est des tableaux. Il y a des plans, c'est des tableaux. Et le pire, magnifiques. c'est qu'il y a des moments où c'est des plans de malade, dans des moments où t'es au bout de ta vie en train de te faire caca dessus, terrorisé. Mais t'es là, oh, c'est beau! Rien que sans spoiler, le plan de fin est magnifique. Alors, que ce soit la fin européenne ou américaine. Oui. Là aussi, je te l'ai grillé, Flo. Oui. Dans ta gueule. Oui. J'ai une petite anecdote sur les couleurs, si vous voulez. Ouais, moi, je veux bien l'entendre. Oh yes, j'adore. Sur les couleurs, donc notamment la façon dont ça va être géré, tu sais, avec le clair-obscur, donc rouge, vert. Là aussi, c'est un clin d'œil assez volontaire à la mise en scène de. Merci. On va peut-être couper ça. On n'est pas en direct là? Non, on n'est pas en direct. C'est pas du direct? C'est pas Fun Radio. J'abandonne. Non, ce que je disais, c'est avec du coup la gestion des couleurs, c'est aussi un clin d'œil volontaire au cinéma de Lucio Fulci, donc, qui était un cinéaste italien, notamment donc, dans le giallo, et aussi donc un clin d'œil volontaire à tout ce sous-genre du giallo. Mais qu'est-ce que le giallo, Florentin? Mais quel puits de connaissances, ce Tu peux Florentin. l'expliquer pour les moldus qui nous... Le giallo, c'est un sous-genre horrifique italien qui est apparu fin des années 60, début des années 70, qui préfigure un petit peu ce que sera le slasher aux États-Unis. Donc en fait, globalement dans les giallo, on suit un détective qui va en fait tenter d'arrêter un tueur. Le plus souvent, le tueur est dans une esthétique un peu BDSM. On a beaucoup, en tout cas, ce qui a énormément fait la popularité des giallo, c'est ces gros plans sur ces gants en cuir avec la lame et le reflet blanc de la lame. Okay. Mais on a aussi donc des plans où, pour suggérer la violence, on a l'utilisation de la couleur rouge, de la couleur verte assez claire. Okay. Par exemple, donc, là, le réalisateur lui cite Lucio Fulci, mais ça fait penser aussi au Suspiria de Dario Argento, qui utilise aussi ces flashs lumineux pour créer un effet de violence. Mais voilà, donc l'utilisation des couleurs, c'est un hommage à Lucio Fulci, à la fois donc l'utilisation des couleurs, mais aussi la façon dont on représente la violence. C'est-à-dire qu'il y a un plan, par exemple, un gros plan tête en plongée sur une des créatures qui se fait enfoncer les yeux. Qui est donc un plan qui est repris du film Zombie 2, qui est une suite non officielle de Dawn of the Dead que Lucio Fulci a fait, qui est vraiment très cool, qui parle en gros de l'histoire d'une femme qui va essayer de chercher son père qui a disparu sur une île exotique parce qu'il est docteur et en fait elle s'aperçoit que sur l'île il y a des zombies. Donc c'est un film très gore. Parce que donc l'utilisation notamment des jets de sang, mais aussi des représentations graphiques des plaies ouvertes, c'est donc un truc qui est très spécifique au giallo et qui est donc repris dans le film en plus des couleurs. Voilà. Fort bien. Belle grande anecdote. Bien beau. Non, mais c'est intéressant. Mais du coup, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Pour le côté sang et compagnie et play, j'ai remarqué aussi qu'il y a un côté très Evil Dead dans The Descent, notamment à certains plans, même s'il y a beaucoup de très beaux plans larges, il y a des plans serrés qui font très Evil Dead et le côté fluide et gore qui, je trouve, qui marque une petite influence Sam Raimi quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà, de toute façon, comme on dit, le cinéma, peu importe le genre, c'est toujours une œuvre, un art qui se nourrit
Des autres. qui se nourrit, quoi. Ouais, Qui est voilà. autoréférencé. Voilà, c'est ça. Donc, mais ouais, je trouve qu'il y a des moments très Evil Dead dans. Ouais, C'est vrai, Dans ce j'ai les dessin. refs maintenant et je suis d'accord. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est vraiment, alors, j'arrive pas trop à savoir quel est le style de film d'horreur que je préfère, mais je pense que ce que j'aime dans The Descent, c'est notamment le fait que ça en regroupe plusieurs. C'est pas uniquement du gore, c'est pas uniquement du suspense, c'est pas, il y a quand même un scénario qui tient plus gros qu'un post-it. Tu vois, il y a quand même, je trouve, il y a un regroupement d'éléments dans ce film qui donne vraiment envie de l'apprécier. Enfin, je sais pas, par exemple, si tu compares avec des films où c'est vraiment centré sur un genre de l'horreur, enfin, une manière de montrer l'horreur, que ce soit les esprits ou le gore, enfin, toutes ces choses-là. Moi, je me lasse vite, en fait, quand il y a qu'un seul truc qui ressort tout le temps. Ouais. Et là, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé. Et c'est agréable aussi. Je peux le dire. Oui, c'est vrai. Et l'hémoglobine, je trouve qu'elle est très bien maîtrisée. Ouais. Elle est pas too much. Enfin, il y a une scène où elle est beaucoup présente, mais c'est justifié. pas une. Ouais, mais tu vois, je pense que cette scène, on peut. Alors, c'est pas qu'on peut pas. Si, on peut la spoiler, celle-là. Elle est iconique et elle a influencé. Et elle a influencé énormément de choses, dont dont Tomb Raider. Voilà. Pas le film, le jeu. Oh, si, j'ai des anecdotes. C'est la seule que j'ai. Ouais, non, vous allez être déçus, vous allez pas l'entendre souvent, celui-là. C'est ça, voilà. Vas-y, Uniquement. fais ça raconter si tu. Mais c'est juste qu'il y a une scène, du coup, du personnage principal, enfin, un des personnages principaux, qui va se retrouver à se cacher des créatures, parce que forcément, elles sont un petit peu, une fois qu'elles ont compris qu'elles existaient, ces créatures, elles vont un peu se disperser, se perdre. Enfin bref, il va y avoir plein de choses qui se passent. Il faudra le voir pour comprendre. Mais il y a un moment où elle va aller se baigner, littéralement. Se camoufler, en fait. Oui, c'est du camouflage, mais à la base, voilà, elle va plonger dans une énorme mare de sang pour se camoufler. Et en fait, on la voit ressortir tout doucement, vraiment à la hauteur de son nez, ça s'arrête. Et c'est vraiment pour voir qu'il n'y a rien d'autre. Donc, on voit que ses yeux, elle est pleine de sang rouge. Et c'est vrai que, du coup, dans Tomb Raider, je ne sais plus lequel, les derniers, là. La dernière trilogie qui est sortie, le tout Ouais. premier, il y a la même scène. Et il y a une scène comme ça. Et en fait, ouais, c'est une inspiration Et du ouais, coup, de les The développeurs ont totalement dit, ah oui, on s'est totalement Ouais. inspiré de cette scène. Elle est de incroyable, cette scène. Ouais. Et alors, dans le jeu, elle est incroyable aussi, parce que moi, du coup, j'avais joué au jeu avant d'avoir vu le film, et en voyant le film, j'étais en mode, oh, mais ils se sont inspirés de Tomb Raider, et ouais, elle était là, bah non, ça colle pas trop dans la timeline, du coup. J'étais là, ah, pardon. Oui, les développeurs se sont jamais cachés que oui, c'était totalement un hommage au film. Mais elle est assez ouf, cette scène, et même, en fait, je trouve qu'il y a aussi un switch dans le personnage, du coup, c'est quand même le personnage principal. Ouais. Il y a des, en fait, petit à petit, on voit des switches, des évolutions, je pense, mentales, des persos, parce que forcément, elles s'endurcissent, elles affrontent de plus en plus des situations qui font qu'elles sont obligées de passer en mode survie plus. Je pense que c'est aussi pour ça que Tomb Raider colle très bien, parce que c'est le même principe, Ouais. c'est ce côté survie constante. Et c'est vrai que cette scène, on voit après, en fait, il y a le avant et le après cette scène, où on voit que le personnage bascule. Bon, je crois qu'il y a d'autres moments où on voit ce basculement-là, mais là particulièrement, où elle devient un peu genre ultra badass. Enfin, voilà. C'est tout, ça s'arrête sur ça. Mais tu fais un lien avec un truc que j'avais envie de dire. C'est vrai que je trouve que ce qui est fort dans le film, c'est qu'il y a, au niveau de l'horreur, il y a plein de sujets un peu, on a parlé, voilà, qui font peur, c'est-à-dire le côté claustro, le sang, les créatures, le manque de lumière qui fait que tu sais pas d'où les choses arrivent et tout. Mais je trouve, d'une manière un peu plus subtile, un des trucs qui fait peur, entre guillemets, c'est ce truc de comportement en mode survie. C'est que tu pars, t'as un groupe de copines et qui s'entendent globalement toutes bien. Ah bah oui, c'est des meilleurs amis, donc. Ouais, non, mais après, il y a des petites tensions. Je veux dire, elles Dans la villa. Oui. Ouais, là, Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas à se détester toutes. Enfin, voilà, c'est des gens qui se connaissent, on va dire. Elles se connaissent. Et en fait, du coup, quand elles vont être coincées dans cette énorme cavité et tout, t'as vraiment ce truc où t'as les changements de comportement des unes et des autres, même les relations aussi qui changent. Et vraiment, ce mode survie, comment il transforme en fait les gens et les comportements et les relations. Et je trouve que c'est assez intéressant, même au niveau un peu plus anthropo et tout, comportemental, de regarder ça avec cet aspect-là, quoi. Alors moi, je l'aurais pas vu comme ça. Je l'aurais plus vu mettre à nu
la réalité de ce que sont les personnes, oui, plutôt que de dire que... Parce que je trouve pas qu'elle change... Enfin, si, elle change du coup dans le regard qu'on en a, mais je pense en fait qu'elle se révèle plus qu'elle ne change. Oui, mais c'est un peu la même chose au final. C'est pas qu'elle se transforme, c'est que leur comportement change, mais dans le sens que, oui, elles deviennent un peu... Tu reviens à ton truc un peu primitif, en fait. Quand t'es confronté à un truc de stress et de peur intense où tu es en mode survie, c'est là où tu révèles un peu ton comportement. Je fais un lien avec un film qui n'a mais rien à voir, mais ça me fait penser à ça. C'est un film qui s'appelle Revoir Paris avec Virginie Efira qui en fait... mais non, je veux en venir. Et en fait, c'est un film qui du coup parle des attentats en gros du 13 novembre à Paris. Et en fait, Virginie Efira joue un personnage qui est dans un bar en fait où il y a les attentats et en fait elle survit et en fait elle est accusée d'avoir été de s'être en fait parce qu'elle a une espèce d'amnésie post-traumatique. En fait, elle se rappelle de rien, elle sait pas ce qu'elle a fait, elle sait qu'elle s'en est sortie mais elle sait pas comment parce qu'elle a tout oublié et elle a besoin de se rappeler ce qui s'est passé. En fait, elle est accusée de s'être enfermée dans les toilettes et d'avoir laissé des gens en fait se faire tuer. Et en fait après t'apprends que c'est pas elle, que c'est une autre, enfin bref, mais il y a tout un truc où en fait c'est pour dire que ce truc de quand t'es confronté à un stress, à une peur intense, tu peux être capable de faire des trucs que tu te dirais mais jamais de la vie je fais ça. Tu vois, jamais de la vie je m'enferme pour laisser des gens mourir. Et en fait, quand t'es dans ton cerveau, il switch et tu peux faire des trucs horribles parce que tu veux survivre. Et donc c'est là où je reviens avec ce dessin, c'est ce truc de stress intense et où ta vie est en jeu. En fait, tu reviens à un état un peu primitif, primaire et donc c'est mettre à nu un peu comme tu disais. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a une scène qui le montre bien dans le film, on peut pas la spoiler parce que c'est une scène quand même le switch des persos. Et un des personnages se défend à un moment. Juno. Et Juno se défend et il arrive un truc et tu te rends compte, c'est l'instinct qui a parlé. Il y a pas est-ce qu'on peut parler de cette scène-là, parce que moi je la considère... Alors on peut pas vraiment spoiler, mais d'un point de vue d'interprétation vis-à-vis de cette scène, il y a des personnes qui vont considérer que Juno devient un peu une mauvaise personne à ce moment-là. Alors, moi personnellement, pas une meuf sympa. Alors non, c'est une petite conne. C'est lâché. Ouais, mais elle est stylée. Je pense que c'est vraiment pour le coup la représentation de Lara Croft par excellence. C'est vraiment la même. Esthétiquement, ouais, voilà. La tenue. Pourtant, c'est un peu l'antagoniste, disons vite fait, du groupe familial. Du groupe amical. Moins dans le 2, je trouve. Ah oui, dans le 2, non, elle est plus... Ouais, non, du coup, non. Mais c'est vrai que moi, cette scène, la fameuse scène dont tu parles, où il y a un peu ce switch d'un coup de comportement, le truc, c'est que pour moi, elle devient pas méchante. Elle est surprise et elle ne voit pas ce qu'elle fait. Elle n'est pas coupable de ce qu'elle fait. Ah oui, mais c'est exactement ce que je dis. Ouais, non, mais voilà. C'est l'instinct qui prend le dessus. Ouais, mais du coup... Oui, mais alors... Il y a le fait que, du coup, on ne comprend pas... Enfin, c'est chiant de pas pouvoir spoiler. Non, mais c'est vrai. Bon, non, mais je peux... Oui. Switcher au timecode qui s'affiche sur... non, mais je vais spoiler un petit peu sans donner trop de détails, mais c'est juste... quelques secondes. C'est juste que, en fait, elle va accidentellement se défendre, elle va se retourner pour envoyer un coup pour se protéger pensant que c'est une créature, et il s'avère que c'est une de ses camarades, ce qui va provoquer un bel accident assez tragique, mais ça va pas la tuer sur le moment, la personne. Et en fait, c'est la personne qui la trouve après qui va associer... Enfin, elle l'abandonne quand même. Oui. Donc, le truc méchant, c'est l'abandon. Oui. Mais je pense que là, pour le coup, je suis d'accord. On revient à ce que tu disais, M, sur ce côté primitif dont on a des comportements qui, là, dans l'intensité, enfin, t'es stressé, machin, tu te barres, en fait. Et je comprends. Je dis pas que je ferai ça. Attention à toutes mes amies. Je vous jure que je vous abandonnerai pas. Mais... On peut aller faire de la spéléo. Non, merci. mais je trouve que du coup, cette scène, ça crée un peu une forme de antagoniste autour d'elle. Mais là, pour le coup, je suis assez dans ce retour de ce qu'on disait tout à l'heure, de tu sais pas comment tu réagirais toi. Et ça te met dans une situation qui est pas toi, en fait. Enfin... sur ce truc de comportement un petit peu primitif, c'est vraiment l'archétype narratif du film de survie horrifique par excellence. On parlait de délivrance, c'est ça, en fait.
C'est notamment le personnage de Burt Reynolds qui est un petit peu le macho par excellence qui domine la nature. Et en fait, au moment où ils vont se faire agresser, et Burt Reynolds donc va être blessé, il va abandonner ce rôle-là parce qu'il va avoir peur de la mort. On a énormément d'exemples. Massacre à la tronçonneuse, le groupe d'amis se dissocie et se distord au mesure qu'ils sont tués un par un. Moi, ça me fait penser aussi un petit peu, c'est un film qu'on a vu ensemble, Val, Wolf Creek, où pareil, les personnages du coup sont très proches au début, mais en situation de survie vont être très individualistes. Même il y a des tours mortels de la même manière, il y a plein de trucs comme ça. En fait, tous les films de survie et les slashers aussi, parce que donc les films de survie et les slashers sont très liés dans leur mise en scène, pour ne pas dire ils sont quasiment indissociables. Si ce n'est que dans le film de survie, on n'a pas un tueur défini qui tue un groupe de personnes. Et c'est pas forcément aussi, graphique. Oui, c'est pas forcément aussi Deliverance, graphique. c'est très peu graphique en soi. Oui, bien sûr. Mais donc pour le coup, ce côté de comportement, c'est vraiment l'archétype narratif du film de survie horrifique. Donc on a vraiment ce truc-là de le switch. En gros, c'est vraiment montrer, parce que c'est des histoires qui sont très nihilistes en fait. C'est montrer l'éclatement du groupe social pour en prendre l'essence. J'allais dire primitif, ça fait un peu primitiviste, donc j'aime pas trop ce mot-là, mais oui, en fait, montrer l'essence asociale. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va, en tout cas symboliquement, dans les films de survie horrifiques, montrer ce qui ne va pas dans la société et dans les comportements humains. Ouais. Mais en vrai, c'est intéressant parce que c'est super réaliste comme thématique au final. Oui. Parce que quand tu écoutes des récits vrais de gens qui ont vécu des situations de survie, qui ont survécu à des situations horribles, voilà, de fusillades, d'attentats, de crash, de trucs, d'accidents. Et en fait, tu vois à quel point tout le monde réagit différemment. T'en as qui vont vouloir se cacher, t'en as qui vont vouloir prendre le lit, t'en as qui vont pas hésiter à pousser ou à dénoncer d'autres pour sauver leur peau. Et du coup, c'est super intéressant parce que c'est ultra réaliste. Et je pense que en plus, quand tu vois ça au cinéma, tu peux pas t'empêcher de te poser la question, de te dire comment moi j'aurais réagi. C'est ça. Et le cas de cet exemple-là que tu citais de Juno dans le film, parce que bon, alors je reviens sur le spoil, mais elle se tourne, elle embroche sa copine. Bon, pas de bol, mais bon, il fait sombre. Et elle est en plein combat. C'est jamais arrivé à personne. Elle est un peu stressée. Bon. Voilà. Un peu, voilà, à ce moment-là, elle est bien stressée. Ça, évidemment, ça, c'est un accident. Mais après, le fait de la laisser, en fait, crever, agoniser, et après, le fait de dire, elle est morte. De pas le dire. Voilà. Alors, oui, mais du coup, il y a aussi un peu ce truc où... Et du coup, c'est un peu... Tu peux te dire, toi, mais quelle connasse et tout, machin, parce que tu vois, elle la laisse crever, et puis en plus, elle veut pas le dire aux autres, parce qu'elle veut pas que les autres se remettent contre elle. Et en plus, elle a fait autre chose aussi, que là, on spoilera pas, parce que c'est quand même un gros morceau de... En fait, on l'aime pas dès le début. Elle a fait une autre trace qui fait que c'est une connasse. Voilà, je le dis, non, mais une connasse. En fait, voilà, je pense que c'est un personnage qui de base arrive... Tu l'aimes pas, tu dois pas l'aimer, c'est pas fait pour être un personnage apprécié. Non. Le 2, c'est une autre histoire, mais en tout cas, dans le 1, dès le départ, peu importe ce qu'elle aura fait, toi, tu sais. Les autres de l'équipe, en fait, c'est cette, comment on dit, comme dans le livre, en omniscient, en fait, tu sais tout. Le spectateur sait tout, voit tout. Et les protagonistes, les personnages, c'est pas le cas. Et du coup, tu sais plus qu'eux. Et donc, t'es là, putain, c'est vraiment une connasse. Et quand il arrive les choses et qu'il y a ce switch où une des personnes commence à dire, en fait, c'est peut-être pas une bonne personne quand je vois ce qu'elle a fait là maintenant, t'es en mode, bon, voilà, elle prend conscience. Elle commence déjà à s'en douter, comme Flo a raconté un peu le twist du film. On peut un peu le twist, du film, on peut un peu préciser en fait quand elles sont dans cette grotte, qu'elles pensent être une petite grotte sympa, Juno leur avoue que cette grotte n'existe sur aucune carte et qu'elle s'est dit si on la traverse en entier, on pourra lui donner notre nom et c'est classe quoi. Et du coup voilà, quand elles se rendent compte les filles que Juno leur a menti et qu'il n'y a pas de carte et qu'elles sont dans la merde parce que personne connaît le chemin, là déjà il y a une ambiance qui se crée en mode elle casse les couilles quoi. On a trouvé une entrée, on sait pas s'il y a une sortie, l'entrée vient de s'effondrer, c'est super. Donc, déjà il y a une certaine méfiance autour de Juno qui se crée. Justifié. Un peu justifié. J'aimerais revenir sur le fait qu'elle trouve la grotte. Je me suis demandé, au tout début, elle part faire un footing. Je suis à peu près persuadée qu'en fait, c'est à ce moment-là, elle la trouve, mais en mode random. À la base, je pense qu'elle a prévu d'aller en voir une autre. Parce que sa copine aussi, qui est spécialisée
joué aussi là-dedans. Elle dit oui, on va à celle-là et tout, sauf qu'elle fait confiance à Juno. Elle se pose pas trop la question d'où elle l'emmène, de tout ça. Et c'est une fois sur place où elle est en mode ok, de toute manière, je l'ai jamais fait, donc on verra. Puis une fois dedans, elle est en mode c'est possible. et je pense en fait qu'elle la découvre vraiment en allant courir en 2-2 ou j'en sais rien. Mais c'est de l'instinct en fait et c'est de la merde pour faire de la spéléo. Quelle idée, enfin je veux dire, faut vraiment avoir un ego. Quelle idée de faire de la spéléo. Mais faut vraiment avoir un ego mal placé pour faire des choses comme ça pour des choses aussi importantes et graves. Enfin, c'est des gros trucs. On fait pas ça comme ça, quoi. C'est ce que j'allais dire. En fait, elle est super prétentieuse. De ouf. Ce qu'elle se dit, parce que non seulement, voilà, elle les emmène dans un truc, elle prend même pas les cartes, les trucs. C'est vraiment en mode, moi, je sais. Ouais, elle laisse le bouquin. Voilà. Et en fait, du coup, tu la vois. C'est ça aussi, c'est que tu la vois au début. Elle a ultra confiance en elle, en mode, je suis la big boss, ça va. Voilà. Je pense qu'à aucun moment ça lui effleure à la tête que ça puisse mal se passer. Et en fait, du coup, il se passe tout ce qui se passe. Et tu as cette scène avec cet accident-là où en fait, elle se comporte comme une grosse lâche. Parce que de la laisser agoniser et en plus d'avoir peur de un peu assumer ce qu'elle a fait en disant aux autres j'ai mis un coup, je pensais que c'était une bête et tout machin. En fait, elle doit se dire, faut pas que je le dise parce que sinon elles vont s'en prendre un mot ou quoi. Et du coup, elle dit rien et donc elle devient un peu lâche. Mais d'un côté, est-ce que tu peux pas comprendre à sa place dans cet état de stress? Tu vois, t'as toujours ce truc de comment moi j'aurais réagi à sa place. Est-ce que moi j'aurais eu le cran d'achever ma copine et après de dire ouais c'est moi et alors il y a quoi? alors tu vois moi pardon, j'allais dire si tu penses ça on va arrêter d'être amis. Mais alors moi je personnellement j'aurais pas la prétention de dire qu'est-ce que je ferais ou pas parce que je n'en sais rien. Non mais tu te poses la question. Oui. Non mais ce que je veux dire là pour répondre, je n'aurais pas la prétention de le dire parce que je ne sais pas. Par contre, personnellement, je ne pense pas que Juno soit une mauvaise personne. Et c'est pas parce que j'ai vu le 2. Genre, vraiment. Parce que dans le 2, on lave un peu son honneur. Mais honnêtement, juste en regardant le 1, j'arrive à comprendre, à justifier, tout en voyant évidemment la gravité et la problématique de certains éléments, notamment le premier, qui est quelque chose qu'on comprend assez soit tôt, soit tard, selon comment on regarde le film. Ouais. Bref. Donc, c'est pas foncièrement une bonne personne, ça, d'accord. Mais dans les agissements qu'elle a vis-à-vis de l'histoire, des interactions avec le groupe, de ce qui se passe notamment avec l'accident et tout, pour moi, c'est pas une mauvaise personne et je suis pas en mode à la juger. Je l'ai jamais détestée vis-à-vis de tout ça. Enfin, en fait, je m'en fous. Je vais pas la détester non plus dans tous les cas, mais voilà, il y a pas ce truc de haïr pour ce qu'elle fait dans les grottes. Je me mets à sa place et je me dis, ça pourrait arriver en fait. Parce que c'est biaisé par le contexte. Et elle abandonne. Mais alors, elle aurait pu la finir quand même, sa pote. Mais essayer de la sauver aussi, je sais pas. Non, mais honnêtement, vu ce qui lui arrive à la pote, non, je pense pas qu'elle puisse la sauver. Un garrot de Dolly. On dira pas. Surtout ce qu'il faut en termes de trousse de secours en plus. C'est ça. Et ils ont une docteure. Il y a une dans le groupe qui est docteur en plus. Elle est pas morte déjà à ce moment-là. C'est possible. Mais je pense que c'est même pas elle qu'elle attaque. Non, c'est pas elle. Mais il y a un truc de 1, c'est un accident. 2, elle l'abandonne. Bon, elle aurait pu, je te dis, la finir. Ouais. Fallait la tuer. En fait, tu l'as terminé à coup de pelle, là, je sais pas, tu faisais un truc comme ça, on n'en parlait plus. C'est le fait de l'abandonner à moitié en vie qui est atroce parce qu'elle l'agonise. C'est ça qui est horrible. Ouais, mais en fait, t'as un truc vraiment et qui est... je sais que c'est assez reproché de manière un peu même humoristique dans les films d'horreur, mais qui est en fait une réaction très, très réaliste quand on y pense, c'est le fait d'être tétanisé. Ouais. Et on voit souvent dans les films, le personnage qui est face à un élément surnaturel ou alors meurtrier, et on dit mais pourquoi il bouge pas? Genre, vas-y, il bouge, pars. Mais en fait, en situation, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé d'être tétanisé, de plus pouvoir bouger. Et en fait, je pense que c'est ce qui arrive à Juno. Elle est totalement tétanisée par ce qui arrive, enfin, je veux dire, par la situation. C'est vrai que toi, sur ton canapé, à manger des chips, à boire une bière, tu te dis mais vas-y, il là. Mais bon, c'est vrai que dans le contexte, c'est compliqué. Mais donc, on en revient à cette question-là de tu te projettes forcément. T'as envie de croire que toi, tu serais
le plus noble à avoir la réaction la plus appropriée et tout, mais en vrai, tu sais pas. Je pense que c'est peut-être ça, finalement, le plus effrayant. Ben oui, c'est ce Dans que j'ai dit. l'horreur qu'il y a, C'est ça. qui est présenté, c'est l'aspect aussi psychologique, Ouais. le relationnel, les interactions qu'elles ont et ce qui se passe en toi à ce moment-là pour gérer une situation comme ça, quoi. Mm. On n'ira pas faire de la spéléo ensemble, les gars. Vraiment pas. Moi, j'aimerais relever un petit truc qui va peut-être créer la discorde dans ce Le petit débat. groupe. Mais il y a un truc aussi. Bah, après, je pense que vous allez être de manière générale d'accord avec moi, mais peut-être que je m'avance. Les créatures dans ce film, Mhm. elles sont pas belliqueuses en soi, dans le sens où c'est leur territoire. Il y a des gens qui rentrent sur leur territoire, elles se défendent. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi vous me êtes pas regardez d'accord? tous Non, mais je sais pas. Moi, je suis, tout de suite. Il y a ce côté-là, en fait, elles sont pas agressives par nature. Moi, je suis d'accord avec toi. Elles sont même observatrices Surtout au après début, avoir quoi. vu le 2. Je pense que les créatures sont pas les vrais méchants de l'histoire. Ah non, pas du tout. Et je ne spoilerai pas. Oui. Regardez le 2, surtout la scène de fin. Ouais, qui va voilà. tout expliquer. C'est des bêtes sauvages, en fait. Et en fait, Ouais. au début, justement, comme tu dis, on les voit en arrière-plan, mais elles attaquent pas, elles sont curieuses. C'est en mode, putain, il y a des gens chez nous, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et elles attaquent le moment, bizarrement, où ça crie. Enfin, je vois ça comme un mécanisme d'autodéfense, et ensuite, une sorte de chasse qui se crée, quoi. Bah après, tu peux le placer juste autrement. Demain, tu es dans ton salon, on vient de te poser littéralement une pomme, un énorme bout de pain, une petite bière. Oui, mais... Enfin, je veux dire, tu te sers, non? Enfin, là, tu vas... On leur a... Non, alors, enfin, mais oui. on voit clairement avec le charnier qu'on voit plusieurs fois dans la scène, ça s'attaque surtout à des animaux, jamais à des humains. Ah bah, il y a beaucoup de... Si, il y a des crânes et tout, hein, humains. C'est juste qu'il y en a moins parce qu'ils en chopent moins. Ouais, mais voilà, enfin, je sais pas, est-ce qu'ils ont... Je sais pas. Ou on leur en donne moins. En fait, c'est un peu comme les films de survie qui présentent des animaux. En fait, elles sont pas belliqueuses dans le sens où elles ont pas l'intention de tuer, mais en fait, c'est un comportement qui est primitif, comme tu disais. En fait, c'est juste bouffer, quoi. Oui, Bah ouais. C'est juste des proies. Et ce qui Elles chassent, hein. en fait des personnages antagonistes, c'est parce que nous, on se Moche, il délit de faciès. Oui. Et nous, en fait, on se projette. Dans tous les cas, de toute façon, on se projettera dans le comportement de la victime. Donc ça, c'est un truc qui est un peu inné dans le cinéma d'horreur, c'est-à-dire qu'on a toujours cette tension à recevoir le coup. En fait, c'est ce qui est joué dans The Descent, en fait. C'est la peur de la fragilité corporelle. Donc on a peur de se faire ouvrir le corps par ces créatures-là. Et en fait, je pense que c'est en ça qu'elles sont méchantes, parce que l'expérience du film nous donne cette angoisse-là, mais en même temps, c'est juste des créatures qui sont guidées par l'instinct. Ouais. Oui, elles attaquent pas c'est exactement comme les animaux, c'est-à-dire qu'elles attaquent pas par méchanceté, par perversion, par envie de faire mal, elles attaquent juste par Ouais, instinct, c'est un par bien-être, quoi. besoin de se nourrir et par juste protection de son territoire J'allais aussi. dire ça, c'est probablement aussi territorial, hein, Ah oui, clairement. totalement. Ouais, C'est chez eux. C'est ça. C'est ça, totalement. Parce qu'il y a ce truc de prendre en chasse, de rester derrière, d'attendre, d'observer, parce qu'on les voit pas tout de suite. Elles sont tapies dans l'ombre, elles essayent de comprendre le comportement qu'ont leurs proies. Et je pense que nous aussi, on s'associe, enfin, on est techniquement, on se place dans le camp des gentils. Pourquoi? Parce que c'est eux qu'on suit aussi. Si dès le début, tu suivais les créatures et que tu voyais les meufs au loin un petit peu vite fait, tu serais un peu en mode, Oui. qu'est-ce qu'elles font là? On te crée pas d'empathie. Et en fait, tu inverserais. Ouais, voilà, on inverserait les rôles. Bon, après, je te dis pas que tu tomberais amoureux non plus des créatures, mais en tout cas, tu les verrais pas de la même manière. Et t'as raison, je pense que oui, il y a un truc de. Elles sont pas méchantes, elles sont juste. territorial. Elles réagissent. Et elles chassent. Voilà, un petit mea culpa, Non, il mais faut c'est arrêter vrai. de prendre des créatures à faire passer pour des bébés de pain. Là, c'est pas le cas, elles sont pas foncièrement méchantes, quoi. Bah, moi, je trouve Voilà. qu'elles font. Enfin, moi, je pense dans un film, une créature comme ça va me faire moins peur qu'un film de psychopathe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, Genre, parce qu'il y a un côté foncièrement méchant, c'est quoi, le ça. psychopathe. Ça. C'est qu'un film où t'as un tueur psychopathe, machin, je pense que j'ai beaucoup plus avoir peur qu'un truc comme ça où t'as cette représentation-là de la créature qui certes est violente et attaque, mais Techniquement, tu peux le voir arriver. Une créature, entre guillemets, qui attaque, c'est des comportements que tu peux retrouver. Contrairement à un tueur en série ou un psychopathe, où là, c'est plus compliqué pour aller dans l'analyse. Évidemment, merci les profilers pour leur travail, mais pour autant, c'est plus compliqué d'aller le trouver, d'aller comprendre, d'aller... Voilà, alors qu'un animal, c'est des comportements que tu vas retrouver sur plusieurs espèces, même la nôtre. Et du coup, ça fait... C'est pas que ça fait moins peur, je pense, mais c'est plus cohérent, logique, et tu as dans ton imaginaire, tu le comprendras mieux, je pense, que juste un mec qui
qui tue random sans raison apparente, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, pour autant, je trouve que dans le film, il n'y a pas de méchant versus gentil, tu vois. Ah non, Je pense que tout le monde c'est ultra nuancé et dans le groupe, t'en as que tu peux considérer comme, je mets des guillemets, les ou la méchante du groupe, enfin, celle qui est. Et puis celles qui sont plus gentilles, peut-être même plus fragiles, je sais pas. Et pour autant, les créatures, voilà, elles sont pas montrées comme les méchantes. En fait, le fil rouge de l'histoire, c'est sortir. C'est vraiment sortir de la grotte et après t'as les péripéties au milieu, les petits arcs, les arcs au milieu. Mais il y en a pas mal d'arcs au final au milieu qui viennent, qui vont intervenir dans le film et qui vont vraiment créer la dynamique qu'il a, quoi. Donc c'est assez chouette. En tout cas, moi, c'est tout ce que j'avais noté pour le 1. Il y a encore des choses à dire sur le 1, vous n'hésitez pas. Ouais, j'avais noté Juno Sarah Badass, c'est pas des grandes paroles que j'ai écrit moi. Mais Sarah Moshak, qui est l'héroïne, on peut le dire. C'est une survivaliste avant d'être entrée dans la... À 1 heure de podcast, là, donc on peut le dire, c'est quand même c'est l'héroïne, entre guillemets, c'est le personnage principal du film. Et elle a une évolution, même si basique, moi j'aime bien, assez intéressante, d'une meuf traumatisée par un incident de la vie, qu'on ne vous dévoilera pas ici, regardez le film. Et il lui arrive un déclic dans la grotte et elle change totalement de comportement et je trouve ça ultra intéressant. Mais elle devient même, malgré le côté badass qui se déclenche quand elle est dans la grotte, elle a un côté plus antipathique, je trouve, qui se déclenche parce qu'on voit qu'elle a beaucoup moins de pitié. Genre, elle a un truc qui se déclenche en mode rien à foutre du reste, je suis là pour sauver mes potes et essayer de sortir. Elle a un côté très, je sais pas. Ouais. Moi, ça m'a fait la même chose que toi dans le 2. C'est-à-dire que Sarah, donc je me suis attaché à elle dans le premier jusqu'à la fin. Mais en fait, dans le 2, comme on prend, en fait, c'est la suite directe du premier, elle a en fait ce comportement, donc elle a à la fin du premier ce comportement lié à la survie, tout au long du 2. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on a du mal, je trouve, à se projeter ou s'attacher dans ce personnage, parce que c'est un personnage qui est très froid, qui est très manichéenne, qui est très rigoureuse aussi, mais bon, qui est très mécanique. Donc, en fait, on s'attache plus à Juno, bizarrement, qui est plus dans l'émotion et parce que donc sans spoil, mais elle est plus dans une relation de survie intense, quand on la voit. Et vous savez à qui elle me fait penser, Sarah? Ce truc d'évolution du personnage et tout, elle me fait penser à Carol dans The Walking Dead un peu. Le côté quand tu la rencontres, c'est fragile, tu vois, apeurée, nanana, et puis après, hop, son cerveau switch et ça devient une survivaliste et elle est capable de tout, quoi. Et je trouve que, alors, Carol, elle y a un développement qui est beaucoup plus long parce que c'est une série et tout, mais je veux dire, cette évolution-là, où elle passe de un peu femme traumatisée, fragile, un peu, tu te dis elle va se casser en 1000 morceaux au moindre truc, et ben en fait elle devient ultra badass et ultra survivaliste et en mode un peu j'éteins mon cerveau et pour ça que je fais ce qu'il faut pour survivre. Pour le 2, moi je reste quand même attaché à Sarah parce que je la comprends qu'elle soit aussi froide. Après tout ce qu'elle a vécu dans le premier film et le fait, on spoil un peu le début du 2, mais qu'on l'oblige à retourner dans la grotte, le début du 2, tu peux pas lui en vouloir d'être froide et d'être en mode allez vous faire foutre, quoi. C'est ça. Je sors d'un enfer et vous me les refoutez, quoi. Alors que l'autre, elle a jamais sorti, entre guillemets. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une relation pas de la même manière, plus vive avec Juno. Par contre, du coup, j'ai spoil. On va pas tarder. Oui, t'as un spoil, c'est pas grave. Excusez-moi. Mais du coup, il faut savoir que le 2 aussi, on va le dire ici, mais comme ça peut peut-être attiser la curiosité des gens. Le 2 est la suite du 1, mais que si vous avez vu la fin américaine du film. Oui. Parce que comme on l'a dit, il y a 2 fins. Mais je vous invite à regarder la fin britannique quand même. Qui est très cool. Ah, la fin britannique est d'un nihilisme absolu. Ouais, elle est incroyable. Mais regardez les 2 fins. En vrai, regardez les 2 fins. Peut-être vous trouvez sur YouTube, je pense, il y a les 2 fins. En tous les cas, si vous avez qu'une seule version du film. Peut-être contextualiser quand même ce truc de 2 fins pour que les gens comprennent de quoi on parle. Parce que là, tu dis 2 fins, en fait, on parle juste d'une scène qui est la en scène plus... de fin. C'est littéralement la scène de fin. En gros, pour expliquer, parce que du coup, les gens qui ne l'ont pas vu, que ça leur mette un peu... que ça make sense. Oui, regardez-le, évidemment. Mais c'est vraiment ce truc de... Il y a une scène en plus dans la version britannique qu'il n'y a pas dans la version américaine. Et je pense que d'ailleurs, dans la version américaine, c'est coupé de manière à pouvoir proposer le 2 aussi avec cohérence. Parce que du coup, le 2 est une suite d'une fin qui est la fin américaine et pas la fin britannique. Et du coup, elle fait complètement changer l'issue du film. En fait,
Tu regardes la version britannique, tu peux t'arrêter. Au 1. Tu regardes la version américaine, tu regardes le 2 avec, ça make sense. Et c'est ça qui est intéressant. Mais regarder les deux, c'est vraiment Mais je trouve top, quoi. que le 2, justement, le fait que la fin américaine soit celle canon avec le 2, justifie aussi le 2 dans le sens, enfin, l'esthétique du 2 et sa production, dans le sens où il est, il est très ricain, très Ouais. mainstream, quoi. Ouais. Donc, moi, je propose, si vous avez plus rien à dire sur le premier, qu'on passe au 2. Ouais. Oui. Oui. Ouais, bah, Oui. Mais du coup, on peut spoil. À partir de maintenant? Bah, Que veux-tu spoiler? bah non, mais c'est que c'est compliqué de parler du 2 sans spoiler le 1, tu vois. Oui, contextualiser le 2. On peut juste, oui, Pourquoi il y a un 2? Il y a un 2 parce qu'à la fin, dans la fin américaine, Sarah arrive à sortir de la grotte. Et voilà, elle se fait. Enfin, on la voit juste chialer. Elle trouve elle trouve la voiture, elle s'arrête au bord de la route, elle chiale. Voilà. Donc on sait qu'elle s'en est sortie. Et le 2 attaque par Sarah dans un hosto. Des Je filles viennent rappelle, la on voir. précise, hein, Sarah, seule. Hein, Oui. Parce que il ne reste qu'elle. Et ça fait 48 heures, c'est ça, qu'elles ont disparu? Ouais. Ça fait 48 heures qu'elles ont disparu. Du coup, les flics les cherchent. Et c'est là, juste, j'interviens, que je disais tout à l'heure, ce truc de taille de la grotte, où en fait, les mecs sont en train de chercher un endroit. Et en fait, on leur dit, c'est à 40 bornes, ou je sais plus, 30 Oui, bornes, c'est ça, je sais plus, de l'autre côté, quoi. Ouais. Et t'es là, oula, mais elle fait quelle taille, en fait, ta grotte, elle, genre. elle est dans le comté d'à côté, un truc. Ouais, c'est ça. C'est loin. vénère, Ouais. Et oui, du coup, voilà, vu qu'elles ont disparu, les flics reçoivent l'appel de l'hôpital comme quoi ils ont trouvé une des survivantes. Et du coup, les flics décident d'aller la voir pour l'interroger. Sauf que, on revient au film dont tu parlais avec Virginie Efira. C'est tout con, mais à cause du choc qu'elle a subi, Sarah est amnésique et se souvient très peu de ce qui s'est passé dans cette grotte. Ouais, c'est vrai. Et oui, donc c'est Virginie Efira. Voilà. C'est Virginie Efira dans ce film. L'association. Mais c'est le même mécanisme Oui, de oui, stress c'est ça. post-traumatique. C'est exactement en fait. ça. Ouais. Et du coup, voilà. C'est des terroristes, l'autre, c'est des monstres. Bon, chacun son Et du truc. coup, on va suivre, voilà, le shérif étant un énorme enculé. Je le dis, je suis désolé, c'est le pire personnage du film. C'est clair. Il décide de la prendre, lui dire, écoute, on va retourner dans les grottes et tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Puis on lui dit que ça va s'ébouler, il tire quand même avec son flingue. Ouais, Et attention, hein, précision, avec vraiment, une secouriste. ça fait 5 heures qu'elle est sortie. Ça fait une journée, je crois même pas. Non, mais même pas. On parle même pas de 24 heures. La meuf est foutue dans un lit, ils la sédatent, ils disent pourquoi vous l'avez sédatée, elle peut pas parler. Oui, quand même, vous avez vu ce qu'elle a vécu. Hop, ils attendent que le sédatif ça passe et let's go, c'est reparti. Et surtout que vous savez, pourquoi il veut absolument y retourner et tout. En fait, lui, il la shérif. soupçonne. Non, mais alors, le shérif, lui, il veut y retourner parce que sa priorité, c'est retrouver Juno. Oui, Parce c'était que vrai. Juno, c'est la nièce du gouverneur. Et Ouais. il veut se mettre yimbe avec le gouverneur. Voilà, donc déjà, ça, voilà, c'est très américain. Rien que ce truc-là, est américain de ouf. Et voilà, du coup, on a les archétypes, on a le shérif connard, sa seconde, sa députée, sa shérif adjointe qui est au contraire, qui a le cœur tendre. Voilà. On a les 3 secouristes avec le chef badass, le rigolo et la petite jeune pleine d'énergie, bienveillante. Ça me rappelle toutes On est les dans scènes là. l'archétype américain. J'ai tout qui remonte Sa là. scène, c'est une des scènes les plus efficaces, je trouve, du film. La scène du coup de la secouriste qui est. Là, la claustro au max, quoi. Ah, là, t'as la scène claustro. Autant, tu vois, on peut dire On peut la raconter, alerte spoiler, mais tu peux la raconter si tu veux. Non, mais c'est pas forcément, c'est pas nécessaire de la raconter. Je pense qu'elle a pas besoin d'être en détail racontée, mais c'est juste que on parlait, tu vois, de cet aspect claustro et tout. Alors, le 2 est moins efficace que le 1 sur plein de paramètres de l'horreur, sur plein de paramètres du scénar, mais il y a des scènes où, franchement, ça marche trop bien. Et la scène de cette fameuse demoiselle qui se retrouve malencontreusement coincée, sans rentrer dans les détails, mais genre coincée, restreint tout petit, vraiment, il y a toi et ton espace d'air, c'est tout. Et en fait, tu suis ça. Et elle a juste un petit toki, sauf qu'en fait les autres vont bouger, ce qui fait qu'à un moment donné elle se retrouve toute seule, et je trouve que c'est ça qui fait peur. C'est la solitude dans l'inconnu, dans le noir complet et dans ce côté exigu. Enfin, c'est horrible. Et moi là pour le coup j'étais vraiment la première fois que je l'ai vue en mode la scène que je voudrais pas vivre, quoi. Et sachant qu'à chaque fois qu'elle bouge, les pierres bougent, parce qu'en fait, il y a eu un effondrement, elle a un effondrement. Puis elle a pas les piles dans sa lampe. Ouais, voilà. Il y a un profil de Tchekhov au début, à la fin de sa lampe torche, il fait, j'avais dit changer les piles et tout ça. Bon, voilà.
Mais l'actrice joue bien, il faut dire ce qui est. Ouais. L'actrice joue très bien la panique, on voit vraiment qu'elle est bien. Et quand la créature arrive à ses pieds et qu'elle a du mal à se dégager, mais c'est Ah ouais, quand il vraiment gratte, horrible. quand Ouais. il se met à gratter sous elle, oh là 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 là. Mais moi, enfin vraiment, tu me fous dans une grande cavité avec plein de bêtes, évidemment, je serais terrorisée, mais ça, moi, ça marche trop bien sur moi, le truc coincé. Du coup, comme l'a dit Flo, ouais, le film, beaucoup plus de budget, beaucoup trop éclairé. Désolé, mais vraiment. Ah oui. Et ouais, il y a moins de saveur. Beaucoup plus américain, quoi, malheureusement. Là, je pense que ça a été un tournant pour Neil Marshall qui partait bien, je trouve, dans son cinéma. Je pense qu'on pourra en parler à la fin de Neil Marshall. Parce Oui. que, ouais, son cinéma. Après, il est que producteur sur le 2. Ouais. Et il a donné son aval pour le scénar. Donc, Mais ouais, voilà, il est du quand coup, même c'est dedans, pas mal. tu vois, mais Mais ouais, c'est téléphoné, par exemple. Et en fait, il y a énormément de fusils de Tchekhov. Ouais. Enfin, pour les gens qui savent pas ce que ça vient d'un film russe, du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais. En fait, au début du film, il y a un énorme plan sur un fusil qui est utilisé plus tard dans le film. Et c'est devenu un terme du cinéma où quand on voit un objet ou un événement de début de film en gros plan où c'est insisté dessus, on est sûr que ça va resservir plus tard dans le C'est film. même pas nécessairement au début du film, mais c'est quelques Oui, temps avant, voilà. en fait. Par exemple, imaginez dans un film, on voit un gars, je sais pas. Tu vois une boîte d'allumettes posée sur une table. Oh, bah, Voilà, c'est bizarre c'est ça. qu'on te fasse un gros plan sur une boîte Ouais. d'allumettes toute seule pour rien. alors que L'exemple c'est de pas The du Descent tout. 2, premier, avant qu'ils soient appelés les secouristes, ils sont sur une autre mission et elle sort et sa lampe torche merde la jeune et son chef lui dit bah, je t'ai déjà dit, change les piles, t'as un problème de piles et tout ça. Elle le fait pas. Et puis même, se retrouve dans la merde il dans la boîte. lui montre une technique pour la relancer. Je sais pas ce qu'il fait. En fait, je crois qu'elle arrive pas à le faire et Possiblement, du oui. coup, elle l'a dans l'os, quoi. Voilà. Ensuite, on a un deuxième avec le shérif. On lui dit prenez pas votre flingue dans la grotte, c'est ultra instable, ça risque de s'effondrer. Vu que c'est un énorme connard, il prend son flingue. Et qu'est-ce qu'il fait quand il voit une créature? Il tire, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'effondre. Oui, je vous spoil. Bon, après, c'est les 10 premières minutes du film. Ouais. En vrai, on peut Ouais, spoiler. puis c'est des détails. Mais ouais, et c'est rempli de trucs comme ça. Et ça, je suis un peu en mode oui, bon, les Ouais. gars, c'est. Alors là, pour le coup, on a un beau casting agaçant. Enfin, pas les acteurs, Ouais. pardon, les persos. Les seuls qui sont pas agaçants, en vrai, ils survivent pas. On les voit très peu. Ou alors Le c'est les chef. personnages du premier. Ouais. En fait, Oui. on a mis des hommes dans le film, c'est devenu un problème. Évidemment, évidemment. Non, mais c'est vrai. Mais ils survivent pas longtemps. C'est ça le truc. Ils survivent pas longtemps en plus. Alors, pour une anecdote vraiment Ah, pas vas-y, cool. régale-moi. Des anecdotes sur le 2. Alors, pas sur, Waouh. pas Non, sur le mais 2. ouais, je sais. mais, du coup, c'est en rapport avec ce que tu disais par rapport aux hommes. C'est un truc que je trouve complètement Avec décalé. les Z. Je la connais. C'est que ils sont en train de préparer un remake de The Descent, le premier. Sauf qu'en fait, le propos du remake, c'est qu'ils vont refaire le premier et à la place donc que ce soit un groupe féminin de spéléologues, ça va être un groupe masculin entièrement. Et au mieux de se faire pourchasser par des créatures humanoïdes qui sont limite hermaphrodites, quoi, on voit pas leur sexe. Alors, Techniquement, elles sont masculines dans leur apparence, mais il y en a aussi des féminines. c'est ça, on en voit. Il y a un rapport qui a l'air genré dans les relations entre les créatures, dans en tout cas le 1 et le 2. Mais là, en tout cas, le propos du coup du remake, c'est ce groupe masculin qui va affronter des créatures féminines. Ouais, vas-y, c'est bon. Donc ça va être de la merde. Non, Alors mais là, oui, vous avez non, pas mais vu alors, ça, mais Neil Marshall Clément va s'est revenir, mais mais évidemment que je suis saoulée. Enfin, Oui. c'est pas parce que je suis féministe, c'est juste, ça n'a aucun c'est sens. débile, Non, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun sens. Déjà, ça n'apporte rien au propos, à l'histoire, au sujet. Ah, mais absolument. Et puis, c'est encore un truc d'ego. Enfin, voilà, bon, bref. Mais regardez le 1. Autorisez-vous à regarder le 2 si vous avez vraiment aimé le 1. Et le reste qui sortira, eh ben, qu'ils aillent se faire. Mais le 2 a de bonnes idées. Le 2 a de bonnes idées, c'est ça le pire. Par exemple, Mais oui. moi je le spoil le 2 parce que j'en ai rien à foutre, c'est le monde. Bah. tu veux dire les bonnes idées, c'est les chutes? Alors, Des personnages. je vais les garder pour la fin, ça. Ok. Je l'ai mis dans ma liste. Non, ils mettent le concept d'alpha dans les créatures, mais c'est même pas développé parce que l'alpha, on le voit 5 minutes à la fin. Ouais, ça, Il c'est se la fait fin. défoncer alors que 3 minutes de scène. la bestiole est un Golgoth et enfin vraiment, c'est on dirait Golgoth en papier mâché quoi. Le bordel, hein, vraiment, il se fait laminer. Mm. Mais j'étais en mode c'est intéressant qu'il y ait un système hiérarchique en mode il y a quand même un alpha et tout ça. Je trouvais ça plutôt intéressant, mais pas du tout exploité quoi. Juste un petit truc par rapport au fait de pas aimer le 2. Moi, personnellement, le fait de voir le 1 et dans la continuité regarder le 2 m'empêche de ne pas aimer le 2. Je sais pas Oui. si ça a du sens. Non, Mais je pense que si tu coupes après avoir vu le 1 directement, enfin que justement tu arrêtes et que plus tard tu regardes le 2, tu vas dire Moins de saveur, vraiment ouais. pas la même saveur. Je suis d'accord. Quand tu les enchaînes, tu te dis c'est comme un bon film qui est un petit peu moins bien à la fin. Mais je trouve que ça le 2 est apaisé par le 1, disons si tu les enchaînes. Enfin, c'est mon avis. En fait, si tu les enchaînes, t'as l'impression de voir un gros film de 3 heures. Ouais. Mais Ça- qui se ramollit sur la fin quoi du coup. Oui, moi ça m'avait fait Oui, pareil non, avec
pour en faire un clin d'œil à notre précédent podcast avec les Kill Bill, c'est qu'en fait, j'ai regardé le 1 et juste après le 2. Et du coup, en fait, j'ai du mal à Désassocier. quelle scène. À quel moment, ouais. Ah oui, ouais. Et je trouve que The Descent, oui, en fait, au final, nous, c'est ce qu'on a fait. T'as l'impression d'avoir regardé juste un film de 3 heures ou 3 heures et quart qui est très bien, enfin, qui est très bien et qui, hop, après, est un peu moins bien dans la deuxième Ouais, partie. mais voilà, justement, je trouve qu'avec ce que tu dis, par exemple, avec les Kill Bill, que tu as du mal à différencier les scènes de quel film, viennent les scènes. Là, le problème avec The Descent 1 et 2, c'est que tu sais totalement Oui, quelle scène appartient Ouais, à ouais. quel épisode. c'est vrai. Alors, par contre, il y a un effet de mise en scène qui est vraiment cool, je trouve, dans le 2, c'est qu'on retrouve le cadavre des personnages qui sont morts dans Oui, le premier. ça, Ouais. c'est cool. Aux endroits, du coup, où ils sont morts. Mm. Donc, on Mhm. revisite un petit peu les endroits. Alors, dit comme ça, c'est un peu bizarre de dire que c'est cool. Non, mais bien sûr. Mais en ouais. tout cas, on Le petit retrouve détail, ces c'est clins d'œil au premier. Très, très cool. sympa. Parce qu'ils Ça, reprennent le même passage, évidemment. Ouais. C'est vraiment quand même jouer le jeu, notamment du fait de partir du principe que c'est dans la continuité, quoi. Non, parce que Et les cadavres sont pas pourris en plus, parce que justement, ça fait. Bah, il y a une petite ça fait odeur que qui dalle. commence à naître, mais ça va. Il y en a une qui a C'est une sale clair. gueule, faut dire ce qui est, ouais. Mais Non, c'est clair. Moi, franchement, je trouve que le 2, il est pas indispensable. Ah non. Franchement, je trouve que tu peux regarder le 1 avec la fin britannique Britannique. et dire merci The Descent, c'était très bien, et je m'arrête là. Enfin, Complètement. moi, Ah ça non, mais mon film préféré d'horreur, c'est The Descent 1. Oui. Attention, Non, je mais précise. Parce qu'en plus, pour l'anecdote, quand Flo m'a rajouté The Descent sur la liste, il m'a dit on regarde le premier tour. Moi, il y a un 2, mais bon, ça sert à rien qu'on le regarde et tout. Ok, moi, ça va aller. Et après, du coup, vous deux, là, les deux hosts du podcast, vous. Ah non, je suis pas host. Attention, c'est Florentin. Moi, je suis ponctuelle. J'ai une vie. Et du coup, Super. petite balle perdue pour balle. Et du coup, vous étiez en mode ah ouais, on l'a qu'à le regarder, comme ça on fait un podcast et tout après. Et mais on regarde le 2. Et j'étais en mode bah non, on m'avait dit qu'on regardait que le 1. Et du coup, c'est vrai qu'au final, si on s'était arrêté au 1, je suis contente d'avoir vu le 2, mais si on s'était arrêté au 1, moi ça m'aurait pas dérangé. Bah oui, mais le problème, c'est que toi, tu te seras arrêté au 1 et nous, on aurait tous eu les infos du 2. Et en fait, pour moi, si tu as vu le 2, tu es complètement biaisé vis-à-vis du 1, puisque Ouais. tu as une issue qui n'a rien à voir. Non, c'est clair. Donc en fait, pour moi, c'était important qu'on regarde le 1 et le 2, pas parce que le 2 est formidable, mais parce qu'en fait, en l'occurrence, nous, on avait les infos qui sont quand même importantes, parce que même si le 2 est pas incroyable, il te donne beaucoup de clés sur l'issue de l'histoire, il te donne beaucoup d'infos sur la suite et sur ce qui se passe aussi dans le 1. Du coup, ça a du sens et c'est vraiment plus pertinent quitte à avoir vu le 2 pour 3 d'entre nous, autant que la 4e. Oui, non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que le 1, des fois, tu as des films qui se finissent et genre, t'as pas toutes les réponses ou t'as pas forcément une vraie fin et tout, et tu peux rester un peu en suspens sur certains points, et je trouve que dans celui-là, non. Et c'est pour ça que je dis que le 2, il est dispensable. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple-là qui me vient en tête, mais ça me fait penser à Breaking Bad un peu. En fait, moi j'ai adoré cette série, et en fait, la saison 5 se termine, et des années plus tard, ils ont sorti un film qui s'appelle El Camino, qui était très cool, mais je veux dire, tu peux regarder finir Breaking Bad, et ne pas voir El Camino, ça ne t'enlève rien dans la... Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça te frustre pas, et ils ont rajouté ce truc-là. Alors, c'est cool parce que ça prolonge un peu l'univers, mais au niveau histoire, c'est pas indispensable, quoi. un peu comme Twin Peaks saison 3, voilà. Forcément, on aurait fait la référence. Non, pas du tout, non. Comment ça, elle est indispensable. Non, elle est indispensable, la saison 3. Oh, je sais pas. Mais vous l'avez pas fini, c'est ça. Non, mais Allez jusqu'au bout. un jour, il y aura un épisode probablement de 4000 heures autour de Twin Peaks. Ouais, il est Et plein d'anecdotes. Vous n'avez pas l'image, mais là, Flo a des étoiles dans les yeux. Là. L'enfer, la série est un enfer. Imagine Florentin et ses anecdotes sur cette série. 3 saisons, un film. Et toute la filmo de Lynch. Ouais. Allez, c'est super. Non, On a hâte. après, ça peut être un banger aussi. Mettez en commentaire si vous voulez un épisode sur Twin Peaks. Juste, vous mettez Twin Peaks. Si j'arrive à récolter de l'argent sur ce podcast, on fait l'épisode Twin Peaks. Je sais plus de quoi on parlait. Je sais pas, on a dévié. Après, au niveau de l'histoire, moi, je trouve quand même le 2 apporte mais c'est ce qui, du coup, est aussi dommage, c'est qu'il apporte une réponse par rapport à la nature des créatures. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'elles sont, on comprend comment elles arrivent à survivre, alors que dans le premier, il y a tout un mystère autour de ces créatures. On sait à peu près qu'elles sont primitives parce qu'il y a les peintures rupestres, mais... Ah oui, ils répondent clairement dans le... Mais je trouve que quand même, ils ont été... Alors,
ils ont un peu donné des infos, mais je trouve qu'ils sont quand même restés dans une forme de subtilité. Ils sont pas venus nous dire, en fait, c'est Ah oui, ta, bien ta, sûr. ta, ta, ta. Je trouve que c'est pas si... Je trouve. Hein. Bah, Ouais. alors c'est moi qui ai loupé un Bah, élément, On a enfin... l'histoire avec les mineurs. Oui, mais et tu donc, sais pourquoi on pas les a si c'est découverts ça. C'est flou, toutes Mais ces justement, infos-là. dans le 2, ils précisent, ils disent que c'est sans doute. Mais non, je crois pas qu'ils Si le on- disent. C'est moi qui l'ai dit. Qui ai dit, ça se trouve, c'est les mineurs. Non, mais justement, c'est justifié. Alors, on spoil, voilà, c'est parti, on spoil. C'est justifié. Dans le 2, ils disent clairement que c'est des troglodytes qui sont jamais sortis des grottes, c'est des néandertaliens qui sont jamais sortis des grottes et qui ont évolué sous terre. Ah. Ils le disent clairement dans le 2. Et après, on nous explique aussi comment elles survivent. Hmm. Et ça, peut-être que ça va spoiler la dernière scène, mais. Mais oui, non. On va la faut pas spoiler la la dire. dernière scène, je pense. Non, mais Non. pourquoi Ok. Bah, à moins que vous en ayez Parce beaucoup. que j'avais plus à noté dire. nihiliste pour le 2, parce que la fin est très nihiliste. Ah oui, c'est vrai qu'on peut parler de la fin. J'avais oublié le. Moi, j'étais encore dans la grotte, mais j'avais oublié. Je parlais d'un point avant. Malgré qu'il y ait plus de budget, il y a 2 scènes de chute dans le vide qui sont dégueulasses. c'est Voilà. Là, vous avez pas l'image, mais la tête de nous tous sur la table en mode oh putain, on l'avait oublié. Ouais. Et voilà. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. C'est moi qui l'ai fait. mais- Vraiment, c'est à mon niveau, je Bah, pense. franchement, ils ont mis un tapis vert. Ah, c'est une cata. Même la chute de Hans Gruber dans Die Hard est mieux faite. Mais tu vois, alors que il y a- ça date de 80. quoi. J'ai souvenir, il y a 2 chutes. La première, elle est d'une vitesse, ça n'a aucun sens. Ah oui, la gravité Voilà. s'accélère dans ce coup. Ouais, quand ils C'est trop bizarre. Bon, bref, mais c'est Et elles sont dégueulasses. Ouais. C'est horrible. dégueulasse. Alors qu'il y a plus de Malheureusement. budget. Enfin, j'ai pas compris. Ouais. J'ai pas C'était compris. peut-être le stagiaire à ce moment-là. Je pense qu'ils ont foutu un stagiaire sur cet effet. C'est la seule explication. Après, peut-être que l'explication, c'est aussi les studios. Hein. Souvent, ils font ça. C'est-à-dire que les studios demandent de rajouter des scènes après le Ah, tournage. ouais. Donc, en fait, tu fais des scènes. Genre, tu vois la personne tomber dans un plan très propre et tu lui dis non, mais rajoute de la profondeur. Allez, on va faire Ouais, un voilà. plan aussi où il chute. Ce qui est idiot. On avait compris qu'il chutait. Il est dans une grotte dans le Presque vide. un JPEG rétréci au fur et à mesure pour faire la suite. c'est- Frame par frame. Ah ouais. Ouais, non, mais c'est fait vraiment ça en plus. Ah oui, mais c'est dégueulasse. Mis en C'est accéléré pour que ça ait l'air d'être rapide et voilà. Ouais. C'est très très moche. C'est triste. C'est un peu dommage. C'est dommage, ouais. Ouais. Mais Le oui, film par est dommage, contre, en ça fait. me fait repenser à cette histoire de on voit les corps au fur et à mesure, notamment la scène où il y a cette chute dans le vide, Oui. Bah où ils sont à un moment donné sur une plateforme avec un méga vide devant eux et l'autre plateforme de l'autre côté qu'il faut rejoindre. Et donc, du coup, dans le 1, il y a tout ce truc de traversée qui se passe plus ou moins bien. Et dans le 2, on y revient et il y a un corps accroché. Ouais. Et je sais pas, j'aime bien cette scène, ce côté... Ouais, non, mais oui, elle est bien le foutue, cadavre ça. est pendu, il va falloir t'accrocher dessus pour aller de l'autre côté, quoi. Ouais, ça c'est bien foutu. Ah, il y a de bonnes idées, comme j'ai dit, il y a quelques bonnes idées. Et, Oui. on peut parler de Juno, du coup, vu que vous êtes fan de Juno dans le 2. on peut parler de Juno. Alors, c'est Florentin qui est fan de Juno dans le 2, moi je suis fan de Oui. Juno dans le 1. Ah, bah non, le 1 aussi. Ah, vrai, c'est pas vrai. Mais Si tu veux parler de Juno, on peut parler de Juno. oui, bah en fait, ce qui me plaît avec ce personnage, c'est que là, elle est vraiment. En fait, elle, donc pour spoiler, elle est restée donc 48 heures dans les grottes. C'est-à-dire que quand Sarah a réussi à sortir et s'est fait hospitaliser, elle, Juno, était toujours dans les grottes avec les créatures. Bah, expliqueras pas pourquoi. Un peu plus. On- Ouais, donc 48 heures, ouais, c'est ça. mais en fait, c'est que elle aussi est dans une tension de survie et je trouve que du coup, ça rend le personnage encore plus intéressant, quoi. Ah, ben, Et leur rencontre avec Sarah, le moment où elle se revoit, pareil. En fait, c'est ce qui est cool et ça me fait penser aussi du coup au fait qu'on revoit les scènes avec les cadavres. C'est que si on a aimé le premier, on va l'apprécier dans le 2. Parce c'est qu'en vrai que je fait, suis sévère avec, mais oui. il y a des références au premier qui sont cool. Et notamment ce côté de Sarah qui revoit Juno, ou nous qui revoyons les différentes scènes et les différents endroits. Ça fait un peu comme si on rentrait dans un parc d'attractions, en fait, et qu'on voyait les scènes qui nous ont plu. Mais c'est vrai que ça va pas plus loin. Mais pour faire un lien avec ce que tu disais, il y a un truc dont on n'a pas parlé et ça fait partie un peu des refs du 1, c'est qu'en fait, il y a tous les caméscopes qu'on retrouve dans le 2. Tu vois, c'est que dans le 1, il y a énormément de plans où en fait, elles n'ont pas de lumière. Donc pour voir, pour s'éclairer, elles filment avec les caméscopes en mode vision nuit, comme dans Blair Witch. J'allais dire le uniform footage. C'est là où tu as un des plus gros jumpscares du film d'ailleurs. Et du coup, dans le 2, vu qu'ils ils reviennent sur les traces du 1, ils trouvent les caméscopes et ils arrivent un peu à reconstituer le film et à comprendre ce qui s'est passé en regardant ce qui se passe dans les caméscopes. Et moi, j'ai capté ce truc que vous disiez de lumière, de différence de lumière, grâce à ça, justement, parce que il y a une scène où ils trouvent un caméscope et c'est comment t'as dit tout à l'heure, la salle avec tous les os, là? Comment t'as appelé ça? Le charnier. Le charnier, merci.
Et en fait, c'est vrai que dans le 1, quand tu vois cette scène, c'est vraiment comme Flo disait, clair-obscur, très peu éclairé et tout. Et dans le 2, ils arrivent comme ça, ils prennent le caméscope, ils regardent le truc, ils disent « Ah, c'est dans cet endroit ». Et là, je capte, je fais « Ouais, c'est vrai que c'est le même endroit, mais… » Et voilà, mais en fait, suréclairé, du coup, l'autre, ouais. dans le 2, c'est suréclairé, t'as l'impression qu'ils ont allumé la lumière avant de rentrer. C'est ça qu'il y a un plafonnier et qu'ils ont... Ah ouais, C'est ouais. là où j'ai capté vraiment, où ça m'a frappé ce truc de, mais en fait, l'éclairage n'est pas du tout le même dans le 2 que dans le 1. Sachant qu'en plus, il est absolument pas justifié, ce changement d'éclairage, parce que il n'y a pas ce truc de descendre avec plus de matos. Alors, évidemment, on est sur une équipe quand même qui est techniquement un peu plus aguerrie, en tout cas pour 3 d'entre eux sur les 5. C'est leur métier. Mais ouais, non, c'est absolument pas... J'ai l'impression qu'ils ont allumé la lumière. Bah, c'est ça. C'est absolument pas légitimé, ouais. C'est absolument pas justifié de venir mettre d'un coup, je sais pas moi, la discothèque. Non, mais ouais, là, très déçu. Il y a un plan qui est cool, c'est la scène de fin qui est miroir à celle du 1 au niveau de la montée. Oui, enfin, vous verrez si vous voyez le film, mais elle est filmée dans le sens inverse. Et, je sais pas, je trouve ça assez cool. Ouais, comme j'ai dit, plein de bonnes idées dedans quand même. Mais bon, trop courtes les bonnes idées. Bah, je pense que ce qui sauve le 2, c'est le 1. Oui. En fait, tout simplement. C'est la nostalgie du 1. C'est tout ce qui sauve le 2, c'est vraiment qu'il surfe un peu sur le 1. Et heureusement, il apporte des petites choses positives, mais il en apporte aussi des moins bonnes qui font que le 1 se suffit à lui-même déjà de base. Et donc, c'est voilà. Donc, si vous voulez voir le 1, n'hésitez pas à regarder la version britannique. Ouais. Si vous voulez voir le 2, n'hésitez pas à regarder la version américaine, puis la britannique quand même, parce qu'elle est cool. Ouais. Mais oui, pareil. Dernier truc que j'ai noté sur ma liste, petit faux raccord avec Juno, parce que à la fin du 1, Juno est blessée au genou. Et dans le 2, on la revoit, elle boite, elle a un bandage autour du genou. Mais à un moment, elle a une vivacité et une course. Todd, il y a 2 secondes, tu boitais, meuf. Et c'est à aucun moment c'est justifié ou quoi. Et à un moment, on la voit quasiment sprinter. C'est l'adrénaline. Ouais, on va dire. Ouais, et puis la raison pour laquelle elle boite, en plus, t'es en mode. Normalement, elle n'est pas censée boiter. Elle est censée ramper, je pense, avec ce qu'elle se prend dans la jambe. Les tendons lâchés, quoi. Oui, techniquement, elle n'est pas supposée survivre. Oui, c'est pour ça que voilà. C'est pas le but. Le but, c'est qu'elle ne survive pas normalement, tout ça. Mais au final, c'est un peu la surprise. Je vais aller rajouter un truc dramatique parce que quand tu connais leur histoire à Juno et à Sarah, je pense que c'était compliqué dans le 2 de faire revenir Sarah, de la faire retourner dans la grotte et tout, et de pas faire revenir Juno parce que ça rajoute encore plus d'intensité. Mais moi, je trouve que c'est l'élément génial du 2, c'est que Juno est là. Oui, mais du coup, ça sauve le truc, quoi. Ah oui, non, par contre... Du coup, ça fait des faux raccords de zinzin et c'est pas réaliste. Les créatures, elles ont fait des petits soins. Juno. C'est pour ça qu'elle a survécu, en fait. C'est ça. Sous une bouffe. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est justement la compréhension. En fait, tout à l'heure, on parlait notamment du comportement de Sarah et du comportement de Juno qui était différent, pourtant ayant vécu à peu près la même chose. Enfin, un peu avec Sarah qui sort et Juno qui reste, mais je trouve qu'il y a la nuance qu'il y a énormément, c'est justement la compréhension vis-à-vis des créatures qu'a Juno, que n'a pas Sarah. Oui, du coup. Et que Sarah est vraiment dans une démarche de, comme on disait tout à l'heure, mécanisme, survie. Je reproduis ce que j'ai réussi à comprendre qu'il fallait que je fasse dans le 1 pour réussir à sortir. Alors que Juno, elle est en mode, moi, j'ai pas réussi à sortir, je suis toujours en train de chercher, j'ai peut-être une idée, je suis toujours dans mon focus survie et je continue à évoluer. Chose que Sarah ne faisait pas. Sarah, elle reproduit des schémas de survie passés, même si on parle de 48 heures d'écart. Et je pense que c'est vraiment la nuance des personnages et de leur manière de fonctionner dans ce côté survivaliste. Bref. Mais il y a un truc super important dont on n'a pas parlé, c'est comment se repèrent les créatures. Ah oui. On l'a pas dit ça. Pourtant, c'est un truc ultra clé et c'est une manière qu'elles ont de survivre et de s'adapter à l'environnement. C'est vrai. On le dit ou pas? Oh, si t'as envie, alerte au spoil. Alors, attends. Est-ce que si on le dit, ça apporte quelque chose pour un truc que tu veux dire après? Est-ce que c'est pour expliquer quelque chose? Non. Ah bah alors du coup, viens, on le dit pas. Autant garder les suspens qu'on peut garder. Si derrière, on n'a rien à en dire, même si, évidemment, c'est stylé. C'était pour aller sur ce truc un peu de... En fait, ça m'a fait penser, quand tu disais ça me faisait penser à cet aspect de s'adapter au milieu dans lequel tu es. Et du coup, elles s'adaptent aux faiblesses de leurs ennemis, entre guillemets, qui sont les créatures. C'est plus... c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Oui. Après, j'ai envie de dire, si vous y connaissez un peu en bestioles qui
qui vivent sous terre, vous devez connaître les faiblesses de ce genre de créatures. Hein. Et c'est pas tant des faiblesses parce que c'est comme film de super-héros facile. En général, quand il y a quelque chose que t'as pas, tu développes le reste. Ouais, voilà. C'est un peu l'idée en fait, c'est que ce que tu perds va t'aider à développer d'autres sens, d'autres. Donc, voilà. Mais quand je dis que c'est une faiblesse, c'est dans le sens que ça leur permet de se tirer de pas mal de situations Ouais. où en fait elles arrivent à se cacher, en fait, à faire en sorte de pas être reconnues. Et donc c'est pour ça que c'est une faiblesse, parce que même si elles ont développé d'autres choses, bah, le fait d'avoir ce truc-là en moins, ça fait que les filles, elles arrivent à survivre un peu autrement, quoi. Pas longtemps, mais un peu. Oui. Ouais, Mais ouais, c'est voilà. vrai. Des choses à dire encore sur le 2 ? Bah, non. À part une fin nihiliste. En vrai, on la spoilera pas. Oui. Ça fait quand même un petit effet de Oui, surprise. c'est quand même. Bah, c'est peut-être un des rares trucs du 2 Oui. qui fait qu'à la fin, t'as réussi à t'accrocher, Voilà. quoi. Vous attendez pas à un 3, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, sinon, bon. Bah, un remake pourri, n'allez pas le voir, du coup, mais. Ouais. On peut parler du coup un peu de Neil Marshall, si personne a quelque chose à dire sur les films. Moi, c'est bon. Alors, on peut parler un peu de Neil Marshall, le réalisateur, qui est attaqué par un film d'horreur qui s'appelle Dog Soldier, qui a pas beaucoup de budget, mais on suit une équipe de soldats écossais qui fait face à des loups-garous et qui, voilà. Encore un film de survie oui, qui ressemble un peu à Rio Bravo, le western, ou à Assaut de Carpenter. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, les soldats sont obligés de se retrancher dans une maison un peu cottagecore. Donc, en fait, ils se retranchent dans la maison parce qu'ils sont entourés de loups-garous dans la forêt. Et les loups-garous sont très comics. C'est très cheap. On voit que le budget n'était pas dingue non plus pour ce film. Mais il est cool. Et en plus, si vous aimez les séries et films britanniques, vous allez reconnaître plein d'acteurs qui ont attaqué dedans, notamment pas mal d'acteurs de Game of Thrones. Voilà. Et un acteur de Grey's Anatomy. Aussi. Mais voilà, très sympa comme film. Donc voilà, bon début. Du coup, ça a bien marché. Du coup, on fait quoi ? The Descent, pépite. Bon, on donne son aval pour le 2. Ah, ok, pourquoi pas. Et puis là, on arrive. Bon, il y a peut-être eu des films entre-temps, mais on arrive avec le Hellboy de 2017, je crois, je sais plus. Enfin, celui avec David Harbour. Et là, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Désolé, je suis intransigeant, mais je suis très fan de Hellboy. Est-ce que c'est une merde parce qu'il y a déjà des trucs mieux avant ? Ou est-ce que c'est une merde tout court ? Déjà, ils font moins bien que les films de Del Toro. Alors qu'il y a, c'était pas difficile. Une fois de plus, oui, il y a des bonnes idées. Déjà, c'est très fidèle à certaines histoires des comics, donc ça va. Mais je sais pas, il y a je sais pas, ça marche pas. Les répliques des personnages, l'écriture des personnages ne marche pas. Le David Harbour en Hellboy en fait beaucoup trop. Là où Ron Perlman, il était très juste dans le personnage. Et le film s'arrête là où il devrait commencer. Enfin, vraiment, à la fin, tu t'attends à une bataille finale. En fait, ça s'arrête là. Et t'es en mode, putain, what the fuck. Et voilà, Neil Marshall, je crois pas qu'il a fait grand chose de plus depuis. Ouais, je crois pas. C'est dingue de se brûler les ailes en plein vol comme ça. Enfin. Ouais. Moi, pour te dire, ce Hellboy, je l'ai même pas vu. Ah bah, le regarde. Je ne voulais pas le voir parce que non, mais c'était une volonté de ma part. Je ne voulais pas le voir. C'est que ceux de Del Toro, je les ai vus et je les aimais trop. De toute façon, moi, j'aime trop les films de Guillermo del Toro. Et c'est vrai que, je sais pas, avec mon père, je les ai regardés étant petite et tout. Et j'ai adoré ces films. Je les ai vus plusieurs fois. Et après, tu vois, un nouvel Hellboy et tout. Je me rappelle avoir vu la bande-annonce et des images. Et j'étais en mode, ça a l'air nul. Ça me donne pas du tout envie. Et donc, je l'ai pas vu. Donc, ça me surprend pas du tout ce que tu dis. Parce que rien que dans un peu le peu que j'ai vu de bande-annonce et tout, ça. Ouais, non, c'est vraiment pas fou. C'est. Quelle déception. Alors, j'ai regardé sa filmo aussi. Il a fait quand même Doomsday, que je vous conseille, qui est un film de série B complètement con, mais très cool. C'est non. Si, je te le ferai voir, tu vois. Surtout que c'est une héroïne badass. Libérez-moi. Alors, c'est la Kate Beckinsale du pauvre, mais c'est quand même vachement bien. C'est un long de post-apo avec un virus. En Écosse, il faut passer la frontière pour aller chercher un antidote en Écosse. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu te bats contre des méchants de Mad Max écossais. Enfin, ça devrait vous vendre le film. Hein, tu l'as eu, t'as parlé d'Écosse, c'est bon. Voilà. Non, pas forcément, mais. Et il a fait aussi Centurion, qui est pas si bien. Ah oui, ok, d'accord. Avec Michael Fassbender. Mais moi, je vais m'arrêter à. Oui, c'est après The Descent.
Après, En fait, c'est toujours le problème quand t'as des cinéastes qui sont assez talentueux et qui présentent un film qui fait date dans le cinéma d'horreur ils sont ensuite les chercher. voilà, récupérés par les studios. Et on a eu le cas, moi ça me fait penser à Nia DaCosta, qui avait fait donc son premier film, j'ai plus son nom, mais elle avait fait surtout le remake du Candyman, donc, qui était déjà un film à studio, mais le remake est vraiment fou. Donc Candyman, qui est pareil, un film assez important dans le cinéma d'horreur. J'ai la ref. Et après, ok. oui. Et parce que Clive Barker, donc Ouais. j'adore Clive Barker, Hellraiser, c'est un de mes films préférés. J'ai la ref. Et donc Nia DaCosta avec son Candyman est fou, et après elle a été engagée par Marvel pour faire The Marvels, qui s'est un peu cassé la gueule. Qui est bidon. Hein. Bah moi, une populaire opinion, j'en ai toujours, j'adore The Marvels. Je l'ai pas vu et j'ai pas envie de le voir, je suis désolé. Hein. Mais et qui après revient pour 28 ans plus tard, et ça c'est cool de l'avoir revenir. Il était très très un cool, film, encore film de Le studio. Temple mais- des Morts, Ouais. c'est celui-là. Ouais, Et Et elle a supervisé l'histoire des alphas dans Très le bien. premier 28 ans plus tard. Samson, dans 28 ans plus tard, c'est l'invention de Nia DaCosta soufflée du coup à Danny Boyle. Donc elle est aussi dans le scénar du premier. Quoi. Mais en plus, je trouve ça fou que Danny Boyle, quand même, qui a. Enfin, les 28 jours et tout plus tard, c'est quand même son truc. La saga Et des je 28. trouve qu'il est adoube. Ouais, série des 28, je savais pas comment dire. C'est quoi? C'est 28 heures, 28 28 jours, 28 semaines et 28 ans. pardon. Et je trouve ça cool qu'il ait adoubé en plus, du coup, Nia Ouais. DaCosta. Bah, c'est son retour à l'horreur, et ça c'est cool parce que son premier film aussi était un film d'horreur. Et donc voilà, c'était un peu dommage de l'avoir partir dans les studios, et voilà, c'est un peu le cas de Ian Marshall, quoi. Enfin, en tout cas, Centurion, ne le regardez pas. C'est un gladiator pas ouf. C'est long et chiant. Ouais. Je le dis. Les scènes de baston, elles sont pas folles. Les effets spéciaux sont un peu crades. Ouais, Ils ont essayé de faire, en fait, c'est Ils ont mis un filtre gris sur l'image. ouais, En plus, bah, tous c'était les- après le succès de 300. Ouais. Et il y a eu une pelle. Alors, la série Spartacus a marché dans l'esthétique de 300, Super série. qui est une super série. Mais Centurion, c'était pas ouf. Je crois qu'ils ont fait Les Immortels aussi avec Henry Cavill, Ah, je l'ai vu. qui est pas ouf. C'est pas aussi. ouf. Et Ouais. Mickey Rourke en méchant. Le Choc des Titans aussi, Alors, qui est pas mal. Voilà. Mais La Colère des Titans est pas ouf. C'est celui avec Sam Sam Worthington. Worthington, là. Ouais, et, j'ai vu aussi. et aussi, merde, comment il s'appelle l'animateur de Click. Mouloud Achour qui joue dedans aussi, on le dit trop souvent. Mais oui, c'est vrai. Oh, le choix que j'avais accrochant. Oui, Parce c'est que c'est oui, parce que c'est Louis Leterrier qui réalise, Exactement. le réalisateur français. J'avais oublié ça. Louis Leterrier, un Mr. Yes Man, comme on dit, hein, malheureusement. Bah, le transporteur. Transporteur, c'est trop bien, je veux rien savoir. Peut-être qu'on en parlera un jour ici. Enfin voilà, hein, et après, les acteurs, comme on l'a dit, les acteurs de The Descent, malheureusement. Ouais. The Witcher. Ouais, voilà, une of The Witcher. C'est un personnage, malheureusement, en plus, c'est pas un des personnages clés de The Descent. Et ouais, elles sont un peu. Pourtant, elles jouent bien dans le film, mais je sais pas. Moi, je les aime Je sais pas bien ce qui s'est toutes passé. parce que elles ont vraiment chacune leur caractère, leur côté. Il y en a certaines plus douces, d'autres plus caractérielles, d'autres Ouais, un oui. petit peu, même au niveau des rapports de proximité. Mais tu sais, c'est comme dans les vrais groupes d'amis. Hein, c'est-à-dire que tu as aussi des amitiés par duo au sein de grands groupes et tu as plus ou moins de proximité Et tu avec ressens certaines dedans, personnes ouais. du groupe. Et ça se ressent même dès le début, quand elles sont, tu sais, dans la cabane, en Ouais. train de papoter et tout, tu vois un petit peu les rapports. Ouais, qui m'ont En duo. proche et tout ça. Notamment celle que Juno va accidentellement. Qui est sa meilleure amie. Eh ben, vraiment c'est- sa vraie meilleure amie. Voilà, c'est celle qui est vraiment la plus proche de Sarah, etc. Enfin voilà, il y a un peu ce truc. Tu peux très facilement transposer ta Ouais. propre Ah oui. vie, non, mais en tout cas, Les relations. des relations voilà, qui peuvent être vécues. Mais ouais, j'avais regardé du coup un peu leur filmo et en fait, elles ont fait beaucoup de contenu britannique, quoi. C'est des actrices de séries de téléfilms. Ah, elles britanniques, sont pas sorties plus Non, loin. elles ont pas popé internationalement, Mhm. malheureusement. Ou heureusement peut-être pour elles, hein, ça se passe bien. Oh, des fois. Mais en tout cas, Au mieux, hein. on les embrasse et on leur souhaite d'être heureuses. Voilà. C'est essentiel. C'est essentiel après tout. Voilà, des choses à dire encore. Moi, ça va. Moi, ça va. Ouais, mais ça va aussi. Faire un petit tour de table, du coup. Bon, on va attaquer par toi. Je pense que De- t'es là. Pourquoi ce film te touche? Parce que bon, après, moi, je l'ai déjà dit au début, mais c'est. Ça te marque en tout cas. Encore une fois, moi, j'ai une culture cinématographique horreur qui est assez récente. Il y a évidemment d'autres films qui m'ont beaucoup marqué dans le cinéma de l'horreur, mais je fais encore ma culture là maintenant, entre guillemets. Je regarde encore, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et c'est vrai que The Descent, il m'a particulièrement plus marqué pour plein de choses que j'ai déjà citées tout au long du film. Et pour moi, c'est bien si tu veux.
De quoi? Petite conclusion résumée, si tu veux. Ah, mais non, mais c'est juste un banger, en fait, je trouve ce film. Genre, vraiment, je le trouve génial, je le trouve bien dosé, je le trouve beau, juste. Attention, je parle que du 1. Je le trouve vraiment. Et encore une fois, merde, c'est que des meufs et elles sont toutes stylées. Donc, enfin, c'est chouette, quoi. Ça fait du bien. Et puis, c'est pas un film qui date de 2026. Donc, on n'est pas en mode. Ah, c'est progressiste parce que c'est actuel. Non, c'est cool parce que ça date quand même début d'année 2000, quoi. Et ouais, non, très, très... En fait, j'avais pas d'attente en le voyant. Et je suis sortie vraiment très, très satisfaite, très contente et j'ai kiffé, quoi. Et il m'a porté comme je pense que l'histoire cherchait à porter les gens. Et du coup, ça a marché sur moi, quoi. Voilà. Regardez-le. Impeccable. Moi, tout pareil, en vrai. Non, mais en vrai, oui. Moi, je suis une novice dans l'horreur. Je trouve qu'il fonctionne super bien pour toutes les raisons qu'on a dit, que ce soit la réal, la lumière, les comportements, le fait de se projeter, etc. Enfin bref, tout ce dont on a parlé dans le podcast. Et je rajouterai un petit truc aussi. Moi, la raison pour ce que je garderai aussi de ce film, ça n'a pas trop de rapport avec le film en lui-même, mais c'est le fait d'avoir partagé cette expérience-là avec vous, de l'avoir regardé avec vous, dans ce contexte-là, d'en avoir ensuite fait un podcast et tout. Moi, ça va être un film qui va me rester aussi par le contexte dans lequel je l'ai découvert. Et je pense que ça, c'est super important aussi quand on découvre un film. Le contexte dans lequel tu le découvres peut vraiment, vraiment impacter la manière dont tu le reçois et le fait qu'il te reste en tête. Ouais. Et du coup, moi, je pense que le fait d'avoir visionné avec vous et tout, d'avoir passé ce moment-là avec vous, ça va ancrer ce film dans ma tête. C'est souvent ce que je dis. Moi, je sais qu'un de mes films d'horreur préférés, c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma aussi, c'est Mama. Parce que justement, je l'ai vu au cinéma et la séance était incroyable. Enfin, il y avait une ambiance dans la salle géniale. Et du coup, je sais que c'est un de mes films préférés aussi par rapport à la situation dans laquelle je l'ai vu, fait que ça. Alors que c'est un film aussi que je recommande, qui est génial. Peut-être que je te l'ai fait voir d'ailleurs. Mama, oui. Ouais. Tu l'as bien aimé? Oui, après, il m'a moins marqué. Mais oui, j'ai bien aimé. Mais voilà, je vous le conseille aussi, très bon film d'horreur, je trouve. On va demander à l'expert autour de la table. Non, mais Je porte de Mama. Ah, très bon film. Voilà. Ouais. C'est original de fou. Hein. Ouais. Et voilà, l'ambiance, c'est incroyable. Guillermo del Toro à la production. Ouais. On le dit pas assez. Le beau. Bah oui. Et voilà, je vous conseille. Ouais, voilà, l'ambiance dans la salle était ouf. Et avoir peur à plusieurs, c'était quand même quelque chose. C'est une ambiance très sympa, quoi. Donc, moi, une autre expérience marquante, contexte marquant que j'ai d'une découverte de film, c'est avec Flo. Enfin, j'en ai beaucoup des visionnages de films marquants, mais un en particulier auquel je pense, c'était Le Grand Bleu, que moi, j'avais jamais vu. Et Flo l'avait vu et adore ce film. Et en fait, quand on était... J'adorais. Ouais, adoré. Si on boycotte Luc. Et quand on était à Cannes en 2018, il était projeté en fait sur le cinéma de la plage. Et Flo m'avait dit, viens, on va le voir. Et en fait, on l'avait vu. Et c'est vrai que découvrir Le Grand Bleu sur un grand écran, sur une plage... Avec les vraies vagues à côté. C'était un truc de ouf. Et je l'ai jamais revu depuis. Et je sais qu'à chaque fois que j'entends parler de ce film, j'ai ce moment-là qui me revient. Je comprends. Anecdote personnelle, ma mère l'a vu 17 fois. Allez, bisous. Ta mère est fan de Luc Besson, du coup. Alors, ma mère n'est pas fan de Luc Besson, mais ma mère l'a vu. Elle a eu la chance de le voir au cinéma quand il est sorti, puisque ma mère n'est évidemment pas de la même génération que nous. Mais ouais, elle l'a trouvé incroyable. Je pense que le côté sonore aussi du fait... Parce que quand je dis elle l'a vu 17 fois, c'est au cinéma. Oui. C'est vraiment même, mais parce que je trouve que c'est le genre de film en expérience ciné, c'est oufissime. Et juste par rapport à, je voulais juste intervenir sur ce côté de contexte quand tu regardes le film, le fait, je pense, du cinéma d'horreur qui est intéressant, c'est que ça peut autant bien marcher en groupe avec des amis ou avec des proches, parce que l'horreur est très propice, je trouve, à ce côté se rassembler pour s'unir face à ce qu'on va voir. Et t'as aussi l'expérience en solo qui est terrifiante, qui est là, t'es isolé, et là, tu captes avec les protagonistes. Et tu t'associes encore plus. Et je trouve ça trop intéressant, parce que voir un film d'horreur, tu peux le voir 1000 fois de 1000 manières différentes, et t'auras pas le même effet, quoi. Voilà. C'est bien vrai. Je suis d'accord. Flo, je t'écoute. Nous t'écoutons. Alors, moi, ce film, il m'a marqué parce que je l'ai regardé par hasard. En fait, je l'ai regardé parce que pour l'objet de ma thèse, je devais mater des films de survie et des films slasher, et que The Descent, c'était un film qui revenait pas mal souvent, et que du coup, j'étais à la période années 2000, qui est d'ailleurs un film qui est dans le jus des films d'horreur des années 2000. Je vous les recommande, notamment le remake de Massacre à la tronçonneuse, qui est excellent, qui est un des meilleurs remakes. On avait aussi les films Saw,
qui marchaient pas mal et qui sont un peu dans la même ambiance nihiliste et crado dans la façon de montrer la violence. Crado, c'est Crado. Ouais. Et en fait, en ayant vu, moi je l'ai vu seul pour la première fois, The Descent, et ça m'a perturbé. Et c'est pour ça que je l'avais retenu à la base dans mes objets d'études, parce que c'est un film que je trouvais intéressant déjà esthétiquement, mais aussi en fait en fonction de l'expérience qu'elle te porte, quoi. Je trouve que c'est vraiment un film qui résume ce qui était le style des films d'horreur dans les années 2000. Et C'est vrai. Et je trouve comment dire, on peut, enfin, tout public. Alors attention. Oula. Non, mais- montrez ça aux enfants. Non, pardon. Évidemment avec les Peggy qu'il faut, mais je trouve que une personne qui n'est pas habituée au cinéma d'horreur peut justement accessible. rentrer dans le cinéma d'horreur par ce type Ah oui. de film. Bah, il est pas niche en fait. C'est Ouais. pas un film niche. Je trouve je trouve qu'il rentre bien dans ce truc de aller intéresser un public plus large que Ouais. juste Parce D'accord. qu'il est grand public sans être convenu. c'est ça, voilà, exactement. Mm. C'est pas un Paranormal Activity ou un Attention, ils font très bien les Paranormal Activity. on va dire que allez, les deux premiers sont pas mal. Ah, les deux premiers sont cool. Ah, le troisième, Bon, avec les sorcières. Le Et, 4 non, l'autre. Ouais, avec la scène de la Xbox. C'est incroyable, le Les 4 autres- avec les la autres scène de la films Xbox. qui vont sortir encore un épisode là. Conjuring. Non, pas Conjuring. Ah, les Scream. Non, film aussi Les films sont très bien. paranormal. C'est malheureux, mais tu dis le combien dans les films d'horreur, il y en a paranormal avec les chasseurs de démons là. Bon, Conjuring aussi, ça commence à déraper un peu. Bah oui, Conjuring. Non, il y en a un autre. Insidious. Non. Insidious, Non, mais Insidious, il y en a 3, 4. Non, t'en as 5. Pardon, ouais. Ah ouais Ouais, Voilà. Ça fait longtemps que j'ai Et pas t'as vu. le 6e qui est en cours de production. Voilà. Donc, pareil, ça c'est du grand public. Pardon, hein, mais Insidious, moi, j'aime pas du tout. hein. C'est Bon, du, bref. c'est du grand public, pareil. Oui, Trop, c'est moins bien que les Conjuring. c'est trop Ouais, mainstream. non, Conjuring, ça va, c'est cool. Ouais, ça va. C'est trop mainstream. Et encore, non, ça Oui. commence à s'essouffler Conjuring apparemment. Ouais, ça s'essouffle. Mais tu vois, quand ils ont fait Annabelle, le 2, il est excellent. Alors que pourtant, il y avait 2 Conjuring, il y avait un Annabelle, il y avait un La Nonne. Et le 2 de Annabelle, il est vraiment fou, quoi. Je sais pas. Ah vu ouais Annabelle. Ouais, Bah, moi, Ouais, non, j'ai trop d'anecdotes sur ça. donc. Regardez Sinister, c'est bien. Oui, Sinister, il est vraiment. Sinister. Ah, bah, j'allais Mais, dire s'il fallait recommander un autre. Ah bah on va film. recommander. Oui. Je fais juste mon petit topo sur pourquoi. Bah oui, évidemment, évidemment. Mais fonce, Alphonse. Non, bah en vrai, bah pareil, on a un peu tout dit, on a un peu tous le même avis, je pense, autour de la table. C'est un film marquant, assez original pour son époque, tout en étant accessible. Enfin, vraiment, on a résumé la chose à nous trois et c'est vraiment ça. Hein. On est 4. Enfin, à vous trois, pardon, je voulais dire. Non, mais tant pour moi. Pourquoi qu'est-ce que vous faites autour de la table? Non, ouais, il est accessible, il est original dans le fait, comme a dit Clémence, pour l'époque, suivre un groupe de meufs, c'est rare. C'est con de le dire à l'heure actuelle, mais c'est très rare. Alors, à part les créatures où on sait pas trop, il y a que des meufs. Ouais. C'est même pas que le groupe. Oui, c'est vrai, il y a que des meufs. Et l'esthétisme, c'est ultra beau, c'est ultra joli, et voilà. Et ouais, c'est original, il y en a pour tous les goûts. Il y a du jumpscare, il y a du gore, il y a de la tension. Et vraiment, en fait, peu importe quel style d'horreur vous aimez, vous allez trouver votre compte dedans. Voilà, je trouve ça un assez bon résumé. Ouais. Voilà. Donc Clémence, je t'en prie, une œuvre en rapport ou une œuvre qui te donne envie quand tu vois The Descent. Ah, c'est pas quand je vois The Descent, c'est plus d'un point de vue cinéma d'horreur. Ouais, mais tu peux y aller. Bah, Une œuvre. tu l'as dit, tu vois, t'as dit Sinister. Moi, je sais que Sinister, pour le coup, c'est le premier film que tu m'as fait voir quand on a commencé un peu ce grand marathon du cinéma d'horreur. Mais moi, c'est plus long, c'est plus dans la durée, étalé sur notre relation plutôt que dans le marathon dont t'es M et Flo actuellement. Mais après, je sais pas s'il y aurait un autre film. Mais ouais, Sinister. Pas forcément un film. Si The Descent te fait penser à un Alors, album, une BD, un livre, oula, comme ça dit. peu importe, un tableau, vraiment. Un jeu. Un jeu, ouais, du coup, Tomb Raider, évidemment. Enfin, Ouais. incroyable jeu. Moi, j'ai adoré jouer à ce jeu. Mais après, là, comme ça, non, j'ai pas d'autres œuvres que j'associerais à The Descent particulièrement. Mais d'ailleurs, si vous, les petits auditeurs, avez des recommandations, n'hésitez pas à mettre des Je me fais codes. carjacker le podcast. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Parce Allez, je me que casse. c'est mes Je laisse les clous, je me casse. C'est mes antécédents radio des autres. Non, mais en vrai, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas s'il y a beaucoup de films qui se rapprochent de The Descent en style. Bah, The Crypt. Ah, Non, vous faites pas chier à regarder ça, c'est pas si bien. mais non, un truc bien. Hein. Oui. Enfin, en tout cas, appréciable.
Mais non, après, j'ai pas trop d'autres idées. Oh, voilà, Tomb Raider et Sinister. Moi, j'ai une idée. Ça va Vas-y. faire plaisir à Flo. Moi, je conseillerais le projet Blair Witch. Ah oui, of course. Parce que ça fait partie du coup des films qu'il m'a montré dans notre marathon là. C'est à ce jour le film que tu m'as montré qui m'a le plus marqué parce que vraiment je me suis fait et je l'associe à The Descent parce que 2000. Ouais. Donc t'as aussi un peu cette vibe de film d'horreur des années 2000 parce que esprit truc un peu de survie aussi, parce que found footage, là c'est pour le coup que du found footage, et jumpscare et tout, et je trouve que ça fonctionne super bien. Donc je dirais ouais, le projet Blair Witch si vous avez envie de passer une soirée un petit peu anxiogène. Mais j'allais dire, il y a rien de graphique dans The Blair Witch. Eh non, mais non, c'est- tu vois rien du tout. là, c'est vraiment ton mental qui prend un coup, quoi. C'est ça qui est intéressant pour ceux qui aimeraient pas le gore. C'est vrai que le projet Bah, Blair ouais, Witch est en un fait, très bon compromis. C'est pour ça que c'est celui que de tout, on en a vu, hein. Hellraiser, Candyman et tout, Evil Dead, on en a vu plein, Freddy, Griffe de la nuit, des films d'horreur même où il y avait du sang, où c'était gore, et Blair Witch, c'est celui qui m'a fait le plus peur, parce que c'est que ton cerveau. Ouais. Et c'est que en fait, t'es tellement immergé avec eux, et je trouve que The Descent, c'est un peu le cas aussi, où mais moins quand même que Blair Witch, où t'es tellement avec eux. Ouais. Que t'es genre... Enfin, c'est ultra anxiogène. Moi, j'étais tendue pendant ce film, mais j'ai adoré, donc je vous conseillerais celui-là. Mais c'est marrant parce que t'as une sensation de huis clos sans en être un. Parce que- Complètement. Bon, alors Blair Witch, pour le coup, t'es vraiment dans une forêt, donc c'est vraiment pas un huis clos. Pour le coup, The Descent, t'es dans une grotte, donc tu pourrais l'associer à un huis clos. Mais dans les deux cas, c'est quand même des endroits où tu bouges, où tu te déplaces, mais tu te sens quand même séquestré, quoi. Je trouve que dans Blair Witch, t'as quand même cette sensation de huis clos, parce que même s'ils sont pas enfermés, en fait, ils sont piégés dans la forêt. Ouais, bah, comme Et la du coup, grotte. ils sont genre bloqués, et ils Ouais. peuvent pas s'échapper, et donc t'as une espèce de huis clos à l'air libre, en fait. C'est surtout que dans la mise en scène, ça fait huis clos parce qu'on est au niveau du caméscope. Ouais. En fait, le plan, il n'y a pas de plan large, Hmm. il n'y a pas de plan narratif aussi. C'est vraiment que des plans bruts. Enfin, en tout cas, non, c'est des plans qui ont l'air bruts, mais qui ont été choisis par le réalisateur dans la mise en scène. Mais voilà, c'est des plans qui font amateur. Donc, en fait, on a l'impression aussi d'être avec eux. Ouais. Je viens de penser à un film. Alors, ça me fait pas penser à The Descent, mais il y a plein de petites caractéristiques qui m'y font penser. C'est Rec 1. Ah, bah oui, je peux comprendre. Je trouve Ouais. qu'il y a un truc qui marche un peu dans la similarité, alors que rien à voir le propos. Mais je trouve que dans le. Je sais pas. Ouais, Il y a une ambiance un peu crasseuse et poisseuse. Ouais, déjà, bah, c'est pas- Puis il y a une forme de huis clos étendu aussi. La Il y a peur- plein de choses. la Tu peur l'as vu, constante. Rec 1? Non, mais je connais les recs, mais j'ai pas vu le 1. Bah, Je suis une baby, moi, dans le film. non, mais c'est ok. Je te dis ça dans le sens où Non, non, bah, bien ajoute-le à ta liste. Mais même les sauts, je sais qu'il faudrait en voir et tout. L'autre fois, Flo, il me l'a vendu en mode, tu veux pas voir un mec qui se hache la jambe? Je suis là, bah, Alors, comme ça, pas trop. Alors, avis, je sais pas quel est votre avis autour de Saw. Moi, Saw 1, je peux pas. Je ne peux pas. Par contre, c'est le 2 ou le 3 avec l'histoire du flic? C'est le 2. C'est le 3. Ah, c'est le 3. Moi, le 3, je l'adore vraiment, alors que je déteste les trucs gore et tout à la base. Et le 3, je le trouve incroyable. Le 1, le huis clos à scier pendant 4 heures ta jambe, là, vas-y, ça m'a saoulé. Mais vraiment, le 3, je le trouve génial. S'il faut que tu regardes 1, Ok. c'est celui que je te recommanderais. Mais le 1 est iconique quand même, hein, parce qu'il fait toute l'histoire des sauts aussi. Il y en a beaucoup, des sauts? Il y en a 10. 10 et il part sur le 11e. Ouais, il y en a C'est-à-dire énormément. qu'il y a Saw 3 jeux vidéo. Oui, il y a Saucisse et Saucette. Ouais. Ouais. Là, actuellement, elle est morte de rire. On avoue. Voilà. C'est elle qui me fait rire. Flo, du coup. J'ai un film qui est assez similaire, pour ceux qui ont aimé The Descent, mais qui est aussi assez similaire parce qu'il y a un 2 qui fait suite direct au premier, qui est nul. Mais J'adore. qui se passe aussi dans des cavernes. En tout cas, le 2, pas le premier. C'est le remake de La colline à des yeux, d'Alexandre Aja. Aïe, 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 oui. Bah, oui. J'ai pas vu le Et remake, du coup. qui est dans le jus de The Descent au niveau de la violence, au niveau des effets un peu crado. Donc là, La colline à des yeux, on suit une famille qui tombe en panne au milieu du désert et qui, donc, dans le remake, puisque dans l'original, c'est qu'une famille de vagabonds qui leur tombe dessus. Là, en fait, on est sur des créatures qui ont muté à cause d'essais atomiques dans le désert par l'armée américaine et qui vont donc s'en prendre à la famille de manière complètement horrible. Donc d'ailleurs, pour celles et ceux qui craignent, il y a une scène d'agression sexuelle qui est
assez lourde à regarder. Donc voilà, si vous craignez, ne regardez pas le film. Mais sautez c'est la un scène. film où vous sautez la scène. Ouais, trigger warning. Ouais, trigger warning. Mais c'est un film qui, dans son esthétique, est complètement fou. Et comme je disais, voilà, le cinéma d'horreur du début des années 2000, c'était vraiment... donc ça a été une vague de remakes, beaucoup, mais c'était une vague de remakes complètement originaux. Par exemple, le remake de Massacre en tronçonneuse aussi. Et Le Piranha. Celui-là. Piranha 3D est Désolé. excellent. Ouais, voilà. Il est excellent. Alors, c'est pas le même délire, mais il est excellent, Piranha 3D. C'est du remake de qualité. Et c'est Alexandre Aja encore. Ouais. Il est fort, c'est Alexandre Aja. Cocorico, comme on dit. Hein. Mais pour le coup, La colline à des yeux, on voit, en tout cas, il y a une expérience qui est assez similaire, je trouve. Oui, parce que le 2 est vraiment nul à chier. Le 2 est nul. Mais par contre, c'est la suite directe du premier. Ouais, mais il a aucun sens. Oui, il a aucun sens. Et encore une fois, en plus, on est dans ce délire. Alors, La colline à des yeux, le premier, c'est un film américain, hein, puisque donc c'est Wes Craven qui avait réalisé le premier. Wes Craven, c'est le papa de Freddy les Griffes de la nuit et Scream. Donc voilà, un grand monsieur du cinéma d'horreur. Donc c'est lui qui est allé choisir Alexandre Aja après Haute Tension. Parce que donc c'est un peu notre spécialité en France, c'est-à-dire qu'on a des très bons réalisateurs de films d'horreur qui réalisent un film, De films de genre même, hein, en général, et on ne sait pas les garder. qui ensuite partent aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas d'opportunité. Là, on a le cas de, alors je sais plus les noms, pour Evil Dead. Sébastien Vanitschek, qui se barre aux États-Unis. C'est Sam Raimi qui est venu le chercher pour. Après, je tiens quand même à préciser dans une interview qu'ils ont fait récemment par rapport à Evil Dead, à la base, ils n'avaient pas le projet de partir sur Evil Dead. Ils voulaient faire un film en France, continuer sur un projet qu'ils ont, et ils ont eu ce truc d'appel de Sam Raimi qui a dit vous là. Et du coup, ils sont partis, mais à la base, ils étaient partis pour pas nous faire un Vermine 2, mais en tout cas, pour nous faire un film en restant en France. Et enfin, c'était pas, voilà, ils ont pas été Après, enlevés par les Américains. Maintenant qu'Evil Dead est fini, ils sont partis sur le projet, et Florent Bernard et Sébastien Vanitschek sont encore en train d'écrire un troisième film. Et ce serait cool. Français. Bah, c'est cool. Ah, ils ont dit ils veulent le tourner en France. Ouais, là, prod française. Parce que quand on voit Christophe Gans, Alexandre Aja, Pascal Logier, ils sont tous partis aux États-Unis. Même dans le film d'action, hein. Bon, c'était pas les meilleurs, mais les Louis Leterrier sont partis aux États-Unis. On a qui d'autre dans le cinéma d'action, j'ai plus son nom. On est trop élitiste en France. Il y a un autre réalisateur aussi français qui est parti. Mais en tout cas, La colline à des yeux, très grosse expérience, en tout cas le premier. Très, très dur à regarder, mais très cool. Moi, j'ai rien qui me vient. Le temps que tu cherches, on n'a pas parlé de la musique par film la musique est vraiment de The Descent. On n'a pas parlé du tout de la musique, et c'est vrai que c'est une musique qui va revenir aussi dans le 2. Ça, c'est cool, ils l'ont gardée. Et ils l'ont utilisée, je trouve, correctement. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, elle ne m'a pas déçue. Mais la musique est trop bien. Enfin... Et elle diffère complètement de ce qu'on voit à l'écran, parce que c'est des musiques qui est très poétique, qui est très lyrique dans ses sonorités. Et du coup, ça ajoute vraiment... Ça détonne complètement, mais ça crée de l'ambiance aussi. Ouais. Et justement, cet effet de solitude, d'être perdu. Un truc aussi qu'on n'a pas dit, ce qui est cool, c'est que c'est inclus dans le folklore des chaînes de montagne. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un AVC. Chaînes de montagne des Appalaches aux États-Unis. Ah oui. C'est un lieu vraiment de mystère et de légende, notamment avec les populations amérindiennes. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui marque pas mal aussi dans les histoires de chargé de mystère. Et donc que ça se passe là-bas, en tout cas, c'est pas étonnant. Ouais, ça vient nourrir un petit peu au final les mystères. Et tu vois, parce que je pense à justement la musique. Quand on découvre l'endroit où elles sont, avec ces plans qui font très aussi Shining ou Délivrance. D'ailleurs, autre petite anecdote, le moment où elles sont avec les 4x4 et que donc il y en a une qui part assez rapidement, il me semble que c'est la copine de Juno, parce que c'est un peu une tête brûlée qui pense qu'elle a la maîtrise sur tout. C'est aussi une scène de délivrance où c'est Burt Reynolds qui va très vite dans les montagnes en disant que il maîtrise. Mais c'est pas Sarah qui justement va carburer à fond à un moment? Non, Sarah, elle est derrière. Alors c'est dans le 2. Non, il y a une scène, il y a un moment où c'est Sarah en mode j'ai envie de m'amuser. Non, je crois qu'elle est avec... Vous êtes sûr? Parce qu'il y a 2 voitures. Oui. Et vous êtes sûr qu'il n'y en a pas une où c'est Sarah qui dit « je veux conduire ?» Non, je crois pas. Parce que justement, elle est... je suis pas... Bon, on vérifiera. Regardez le film et dites tout dans les commentaires. Mais non, mais je me pose la question parce que vraiment, j'ai un souvenir de ce truc de « t'es sûr tu veux conduire, machin ?» Et elle va à fond et ils sont en mode « putain, mais elle a eu un accident, elle est what the fuck ?» Genre, trop bizarre. Mais c'est peut-être moi qui dis des bêtises, je sais plus. Mais ça me fait penser, rien à voir, à un autre film à recommander. Willow Creek, c'est un film found footage 2013 qui est un peu dans le même style où en fait c'est un couple qui part dans la forêt, un peu vers les chaînes de montagne Appalaches.
Du coup, Willow Creek, c'est un véritable endroit où on aurait supposément filmé le Bigfoot. Donc des images qui ont été diffusées à la BBC. On voit clairement que c'est un mec en costume, hein, mais c'est des images officielles, hein, et qui sont répertoriées comme les seules images véritables du Bigfoot. Et en fait, du coup, ils partent à la recherche du Bigfoot. Et on a aussi cette scène-là, parce que c'est un film qui est très référencé à Délivrance. Et on a aussi cette scène-là avec les 4x4 et aussi ce truc-là de partir un petit peu faire cette aventure extrême pour se donner des frissons. Et au final, voilà, ça se passe mal. T'as trouvé, Val? Oui. Merci d'avoir meublé. Mais du coup, oui, c'est dur de trouver quelque chose d'un rapport parce que, comme on a dit, c'est quand même assez unique comme film d'horreur. Et à part Tomb Raider, il n'y a pas grand-chose. Mais pour rester dans l'esprit de La Colline à des yeux, moi, je dirais Détour mortel. Ah oui. Qui est un peu dans l'esprit là, où c'est un groupe d'amis qui se paument en forêt, qui tombent en rade en forêt, et ils vont tomber sur des pecnos pareils, consanguins, cannibales. Putain, mais on a vu un film comme ça aussi, tous les deux, il me semble. C'est possible. Où ils sont dans la forêt, un groupe de gars, et puis à un moment... Ah, ça n'a rien à voir, ça c'était le rituel. Ouais, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, dans la vibe colorimétrique oui. extérieure. Mais voilà, Détour mortel, ouais, c'est crasseux, c'est bête. C'est bête et méchant. Mais c'est quand même super cool. Et il y a un plan très stylé de caméra à travers l'œil. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est très cool. Donc voilà, ouais, j'irai Détour mortel et Délivrance, hein, parce qu'on n'a pas arrêté de le citer, mais regardez Délivrance, c'est très bien aussi. Un monument du cinéma. Ne serait-ce que le cinéma d'horreur, mais aussi le cinéma d'aventure. Parce que c'est un film qui joue et qui est à l'orée de tous les genres. Et une des rares performances de Burt Reynolds en rôle sérieux aussi. Ouais. C'est un acteur de comédie à la base, beaucoup de comédie ou d'action, comédie-action. Donc là, c'est un rôle vraiment à contre-pied et très très cool. Vous m'avez donné envie de le voir. Et puis on le regardera. C'est très cool. Enfin voilà, on a fait le tour, je pense. Oui. Ouais. Rien de plus à dire? Non. Bah voilà. Bah, c'était Soyez sympa rembobiné. Merci de nous avoir reçus. Merci. J'étais contente de retrouver mes deux anciens compagnons. Ouais, c'est clair. Quand vous voulez, bien entendu. La porte est ouverte. Oh. Alors qu'on entend la sirène qui finit la fin du podcast. Voilà, c'était le 3e épisode de Soyez sympa rembobiné sur The Descent. J'espère qu'on vous a donné envie de voir le film, du moins le 1. Le 2, on vous en veut pas si vous n'avez pas envie de le voir après, on l'a dit. Mais voilà, on vous le conseille, c'est un super film si vous aimez le film d'horreur. Et même si vous êtes novice, comme on l'a dit, très bonne porte d'entrée. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode avec peut-être des gens qui sont autour de la table ici, peut-être quelqu'un d'autre. Pour quel film, on ne sait pas. On verra bien. Voilà. Partage, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Enfin, tout ça, les likes, les commentaires, vous n'hésitez pas. Partagez avec grand plaisir. Et bravo si tu as survécu aussi longtemps sur oui. Oui, il y a 2 heures de podcast, j'espère que vous avez kiffé. Allez, profitez bien. Allez, bisous, ciao.